Là, tu nous dis donc au-dessus des Landes, on a des Australiens avec des traducteurs en place arrière pour que ça se comprenne avec les forces au sol. Si j'étais grand chef, encore une fois, la première chose que je ferais, c'est financer l'industrie française pour espérer avoir, un remplaçant français ou à minima européen au Canadair. Attends, redis-moi ça là. Vous n'êtes pas prioritaire malgré le fait que vous soyez en mission de service public? En tout cas, aujourd'hui, la technologie pour remplacer, un pilote au moment du largage d'eau à 100 pieds sol, elle n'existe pas. Bonjour à tous, comme vous le savez, je prends la parole depuis Sanguinet. Dans la région autour, c'est 42 000 hectares qui ont brûlé et des soldats du feu qui ont donné leur vie. Comme vous le savez, on a fait des points de situation ces derniers temps et je vous ai dit que je n'ai pas de connaissances particulières sur la lutte contre l'incendie et qu'il faut avoir conscience, très important quand on s'exprime, eh bien de là où commence son domaine d'incompétence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va avoir un invité très particulier et très compétent sur la chaîne afin de prendre un petit peu de hauteur et de mieux comprendre ce qui se fait en lutte contre les incendies. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre a d'abord risqué sa vie et est allé au feu pour la France en Mirage 2000D, avant après de consacrer son développement et sa création d'entreprise, sa vocation entrepreneuriale au service des Français, des citoyens et de notre sécurité collective. Alors, il est corse, originaire de Propriano, ingénieur de l'école de l'air, diplômé également de TLP, du Tactical Leadership Programme. Il a quand même 600 heures en territoire hostile et il a fait ce que très peu de pilotes font. Il a monté son entreprise Araya Firefighting, créée en 2020 à Corté. Et accrochez-vous bien, c'est la première entreprise française dédiée à la lutte contre les feux de forêt, ultra spécialisée dedans. Et en 2022, ils ont signé avec les pompiers de l'Hérault. Alors, c'est un honneur pour nous de le recevoir sur la chaîne et l'état final recherché est de vous permettre de mieux comprendre ces thématiques et de sortir un petit peu du brouillard informationnel alors que l'on parle de plus en plus des moyens aériens pour lutter contre les feux. Aujourd'hui, vision un petit peu macro, entrepreneuriale de la problématique. Et dans les prochains jours, n'hésitez pas à vous abonner. Nous allons donner la parole à un pilote français actuellement basé en Espagne qui lutte contre les incendies depuis un avion qui porte presque mon nom, le AT. Et de manière à ce qu'il n'y ait aucun malentendu, comme vous le savez, sur cette chaîne, on fait des déclarations de biais. C'est un ancien pilote qui s'apprête à demander son point de vue à un ancien pilote français qui a servi son pays dans l'armée de l'air et de l'espace, avec tous les biais que cela engendre. Et on aura également dans sa réponse le point de vue d'un chef d'entreprise sur un marché où la concurrence est féroce, avec, encore une fois, tous les biais que cela engendre. Les deux sont sur la table, c'est justement cela qui va rendre cette interview unique, à ma connaissance, sur le YouTube francophone, et c'est l'état final recherché de cette chaîne, vous aider à vous créer votre conscience situationnelle. Roger, ball. Eh ben, merci beaucoup d'être là, Pierre. Alors, tu es né en Corse et tu as fait l'école de l'air. Tu as servi 19 ans dans l'armée française, que tu as quitté, si j'ai bon, il y a pas très longtemps, le 15 juin dernier. Tu as fait Ça. beaucoup de Mirage 2000D sur beaucoup de théâtres d'opération, quand même 113 missions de guerre, ça parle. Tu as toujours voulu faire du Mirage 2000 ou quel était ton avion rêvé, j'ai envie de dire? Alors, non, j'ai pas toujours voulu faire du Mirage 2000. Moi, je suis né en Corse et les premiers avions qui m'ont fait lever les yeux au ciel, malheureusement, c'est les Canadair qui copaient pas très loin de chez moi. Parce que dans les années 90, il y avait, beaucoup de feux, peut-être moins impressionnants que ceux d'aujourd'hui, mais en tout cas en nombre, assez important et moi, c'est vraiment le ballet des Canadair, la noria des Canadair qui m'a fait lever les yeux au ciel et de manière assez étonnante, les gens sont très bien renseignés sur certaines choses, de niche et on m'a dit à l'époque: «Pour faire pilote de Canadair, il faut faire pilote de chasse». Hem et donc je me tout petit, je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce que c'est?» Et puis forcément, j'ai commencé à afficher des posters de Mirage 2000 et c'est devenu mon rêve donc j'ai, fait pilote de chasse, je suis rentré à l'école de l'air en 2007. J'ai fait, comme tu l'as dit, ma carrière sur Mirage 2000D à Nancy, au Grand 33 Ardennes. Mais dans un coin de ma tête, j'avais toujours cette envie, de revenir, au feu de forêt, de revenir, en Corse et c'est de là qu'est née, pour moi l'idée de créer, Aria Firefighting en 2020 et donc de remettre un petit peu,
les pieds dans ce qui m'avait fait rêver tout petit, le feu de forêt. Donc, tu as été notamment officier de sécurité aérienne à Solenzara, mais ce qui est intéressant, c'est que tu lances ce concept du coup en 2020. Si j'ai bon, vous êtes la première entreprise française qui est vraiment 100% spécialisée là-dedans. Comment t'es venue l'idée? Et puis généralement, en tant que militaire, on n'est pas trop entrepreneur. Et il y a tout ce côté un peu traditionnel où c'était la sécurité civile qui gérait tout. Je pense que voilà, pour passer une carrière aussi opérationnelle que la tienne à celle d'entrepreneur, comment s'est fait le déclic? Et est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur cette envie de servir différent? Alors, oui, on pourra sûrement y revenir. Il y a plusieurs points. Moi, le 1er, sur le feu de forêt, c'est que, comme je te dis, j'ai toujours gardé un œil sur ce que faisait, la sécurité civile, sur, comment travaillaient les gens au feu et finalement, je me suis rendu compte, d'un côté, que faire de l'appui aux troupes au sol sur Mirage 2000D, du close air support, qui était, quand même le cœur de notre mission, finalement, c'était très proche, qu'intégrer, des avions bombardiers d'eau, dans le travail des pompiers au sol, que ça reprenait la même philosophie et que finalement la manière de travailler des pompiers, pas par manque d'envie, mais par manque de budget principalement, elle était restée un petit peu, comme nous on faisait du casse à l'ancienne avec une carte, un crayon, les ronds roulent, les carrés s'empilent pour les plus anciens d'entre nous et finalement aujourd'hui, la manière de faire du CAS, ça fait du Rafale, elle a complètement, évolué. Ça s'est largement numérisé, c'est beaucoup plus efficace, et ça, c'était pas arrivé chez les pompiers. Donc je me disais que d'un côté, il y avait sûrement une manière d'amener ça, et de l'autre, en opération à Barkhane notamment, l'armée de l'air collabore avec, une entreprise privée qui s'appelle CAE Aviation sur toute la partie ISR, et moi je trouvais que cette ISR, c'est tout ce qui est surveillance, reconnaissance, information. exactement et je trouvais que cette collaboration, elle marchait très bien. Alors, principalement parce que une entreprise privée, ça a une souplesse dans l'évolution de ces technologies que n'a pas, l'armée parce que, hem, ça va vite, il faut pouvoir, itérer rapidement, tester des nouvelles choses et cetera et donc je trouvais que ce partenariat public-privé, il marchait bien parce que d'un côté, il y avait, la puissance régalienne de l'État avec les chasseurs, le drone Reaper et cetera. Mais de l'autre côté, il y avait le recours à une société privée qui apportait une certaine souplesse dans l'adaptation de la flotte et dans l'apport des nouvelles technologies. Et donc moi, c'est vraiment ça qui m'a donné l'idée de créer Aria pour la sécurité civile en me disant: «Eh ben, le partenariat public-privé, si c'est fait intelligemment, ça marche bien». Hem voilà et puis bon, moi, je crois aussi sur la partie vraiment entrepreneur que j'avais un petit côté comme ça, que finalement la grande machine de l'armée de l'air, qui est très bien, qui m'a apporté beaucoup de choses, mes frères d'armes, m'ont apporté beaucoup de choses, mais c'était aussi parfois un environnement qui était, très contraint et j'avais envie de pouvoir, voilà, moi aussi itérer, tester des choses et être un peu plus, libre de mes mouvements et c'est ce qui m'a aussi donné l'envie d'entreprendre. Donc c'est un petit peu la somme de tout ça. Et donc, du coup, tu lances ça en 2020, mais si j'ai bon, après derrière, tu avais des machines, tu avais des pilotes. Donc, ton objectif numéro un à ce moment-là, c'était quoi? C'était, alors que tu as rien, il va falloir pitcher aux autorités, parce que c'est du contrat étatique. Souvent, ma compréhension, c'est que l'État préfère avoir des grosses entreprises. Donc, comment est-ce que tu as fait cette démarche et comment est-ce que tu es arrivé à ton premier contrat avec le S10 de l'Hérault en 2022? Alors eh ben, tu as raison, c'était assez difficile, parce que de cette idée, moi, il m'a fallu vraiment, analyser le marché et la boîte a été créée en 2020, mais le début de la réflexion remonte même un petit peu avant et le second constat que j'ai fait, en plus celui dont j'ai parlé sur la numérisation, on va dire, des opérations, c'est que, le tracker allait être retiré du service et qu'il y avait pas vraiment de remplaçant au tracker. Alors on a récupéré entre-temps, 8 Dash. Heu, est-ce que, le calcul de dire, 8 Dash qui emmènent 10 000 litres d'eau, c'est l'équivalent de 20 trackers qui en emmenaient 3 500? Je sais pas, peut-être. En tout cas, 8 Dash qui emmènent 10 000 litres d'eau, c'est très bien, mais quand en fait il y a 20 départs de feu, c'était bien d'avoir, 20 trackers qui emmenaient 3 500. Donc je me suis dit: «Il va y avoir un manque, en termes de nombre, notamment sur le segment de l'attaque initiale» et c'est comme ça que moi j'ai commencé à pitcher. Alors les premiers que j'ai rencontrés, c'est la Corse, hein, c'est la région ici,
notamment parce que du fait de l'éloignement et du fait du format à l'époque du détachement de la sécurité civile qui incluait et du tracker et du Canadair, l'approche que j'avais, c'est vous n'aurez plus les trackers. Et le nombre de Canadair étant limité, on ne va pas mettre sur 12 Canadair. Alors on voit aujourd'hui que 12 Canadair, c'est la théorie, 10, c'est on va dire le meilleur des cas, et parfois c'est 5. Sur ces Canadair-là, on ne va pas en mettre 4 en Corse. Et on en mettra encore moins 4 en Corse dans le futur parce que la zone à risque, elle va s'étendre. Ça, c'était en 2018. Bon, il s'avère que j'avais raison sur ce point. Je n'étais probablement pas le seul génie à l'avoir anticipé. Mais en tout cas, mon angle d'approche, ça a été ça. Et donc, ça a été beaucoup de travail de lobbying. Il y a eu un début de marché en Corse qui finalement est tombé un petit peu dans l'oubli, a été déclaré sans suite parce que c'était juste avant le Covid et il a fallu faire des arbitrages budgétaires. Et c'est ce marché qui a sauté en premier. Enfin, premier, qui a sauté parmi d'autres sûrement. Et à côté de ça, il y avait l'Hérault qui, lui, a un marché pour une cellule aérienne de première intervention depuis de nombreuses années, je crois quasiment 30 ans, qui a pris différentes formes et qui est sous la forme de 3 avions, alors qu'on appelle avions légers, mais que ça soit l'Air Tractor ou le Trèche 710, on parle quand même de 3000 litres d'eau, donc quasiment, enfin 2008 pour le Trèche, 3000 pour l'Air Tractor, mais on n'est pas à 200 litres près. Donc quasiment quand même l'emport du tracker, donc c'est quand même des grosses machines. Donc c'est sous ce format-là dans l'Hérault depuis 2012, si je dis pas de bêtises. Et c'est une très grosse société européenne qui est également le revendeur d'Air Tractor en Europe, qui avait ce marché depuis de nombreuses années. Et moi, ma démarche, ça a été d'aller voir l'Hérault en disant, écoutez, nous, on se lance dans ce domaine-là. On va le faire de manière très sérieuse parce que moi, avec mon expérience de pilote de chasse, et surtout, bon, mes connaissances, mes contacts parmi les pilotes actuels et passés de la sécurité civile, je n'avais pas du tout envie d'arriver sur ce marché la fleur au fusil, parce que c'est une mission qui est très particulière, qui est très dangereuse, que ça soit sur le plan technique, ce qu'on arrive facilement à concevoir, à les larguer à, à une centaine de pieds du sol, au milieu du relief avec les phénomènes aérologiques d'un feu de forêt. On conçoit que ça soit techniquement difficile, mais c'est aussi difficile sur le plan tactique parce que ça demande à la manière de l'aviation de chasse, en tout cas de l'aviation de combat, de gérer plusieurs radios en même temps, que ce soit entre les avions, avec les personnes au sol, de se déconflicter avec les différents avions, de tenir une place dans une noria. Donc il y a aussi toute une difficulté tactique. Et moi, je n'avais pas du tout l'intention d'arriver dans ce domaine-là, la fleur au fusil. Et comme tu l'as dit, on est la première société spécialisée dans le feu de forêt en France. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui font ça comme une mission annexe. Nous, l'objectif, c'était vraiment de créer une société dont le savoir-faire repose sur la connaissance opérationnelle et la capacité à monter en puissance de ce côté-là. Et d'ailleurs, pendant des années, les pilotes de la sécurité civile refusaient de travailler avec les avions et les hélicoptères départementaux parce qu'ils considéraient que les pilotes en face n'étaient pas au standard. Et nous, notre volonté, c'était de dire si un département, une région a recours à nos moyens, c'est pas pour qu'on soit enlevé du sinistre au moment où ça devient tellement gros qu'on a besoin des nationaux parce que c'était un petit peu contre-productif. Donc, nous, on a approché l'Hérault avec cette proposition-là de dire on est certes une petite boîte, mais on se base sur un savoir-faire opérationnel et une connaissance opérationnelle très forte. Parce que moi, j'avais recruté d'anciens pilotes de Canadair. J'avais pris conseil, mais j'avais aussi recruté en tant que chef pilote 3 anciens de la sécurité civile avec plus de 3000 heures sur Canadair, sur Tracker, des gens qui avaient fait ça pendant 20 ans, qui avant ça avaient fait 20 ans d'aviation de chasse dans l'armée de l'air ou dans l'aéronaval, et qui était la colonne vertébrale d'Aria. On avait aussi finalement une souplesse et une capacité à communiquer que n'avait pas Titan Firefighting, et on a réussi à être plus convaincant dans l'offre. Plus derrière, ça reste un marché public, c'est pas juste une discussion, mais en tout cas, on a réussi à être plus convaincant dans l'offre, que ça soit en termes techniques ou en termes de prix, que l'ancien titulaire du marché à ce moment-là. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu mettre le pied à l'étrier et commencer à se faire un nom dans le milieu du firefighting. Donc, ça a été une difficulté et c'est toujours une difficulté parce que, effectivement, une petite entreprise, il faut qu'on convainque les banques de nous suivre, il faut qu'on convainque les administrations de nous faire confiance. C'est pas toujours facile, d'autant qu'on s'est heurté plusieurs fois
un petit peu au manque d'anticipation sur certains marchés et que forcément, pour une petite structure comme la nôtre, répondre à un marché 2 mois avant une saison, c'est plus compliqué que pour une très grosse structure qui peut, mobiliser, plus d'avions, plus de pilotes et cetera. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, hem, pour être, heu, pour être prêt à faire face à ça. Mais on va dire que notre satisfaction quand même sur ces 4 ans dans l'Aéro, c'est de s'être vraiment fait un nom, dans le milieu de l'aerial firefighting qui est un petit monde, que ça soit au niveau national ou international, et aujourd'hui d'être un acteur très crédible et reconnu pour nos qualités en opération. Voilà. Il y a 2 points que tu as soulevés sur lesquels je voudrais rebondir. Le premier, c'est le côté, tactique et l'anti-abordage. On a vu là, il y a moins de 3 semaines, un Canadair à l'étranger qui a percuté l'élingue sous un hélicoptère. Donc il y a pas eu de mort, tant mieux, mais on voit bien qu'il y a cette notion de déconfliction comme ce qu'on a pu connaître au combat. Et le deuxième point, au niveau de la géographie, il faut rappeler que donc toi tu es corse, c'est que la géographie en Corse, c'est pas celle des Landes. Là, moi, je suis à Sanguinet, on a vu la 400M. Les gens peuvent se faire en ce moment une fausse représentation de ce qu'est la lutte contre le feu de forêt. Ici, il y a pas un obstacle, il y a pas un relief, à part la dune du Pilat à des kilomètres, mais votre use case ou toute une partie de la géographie française est beaucoup plus technique. Je sais pas si tu es d'accord avec ça ou pas? Alors, tout à fait, c'est 2 points intéressants. Le premier sur la déconfliction, bon, je sais que tu es toujours très prudent sur ton analyse des événements et je vais l'être aussi. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Tant qu'il y a pas d'enquête et de rapport d'enquête, on peut pas, tirer de conclusion. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a eu une collision entre un Canadair et une élingue d'hélicoptère et ça montre bien cette, importance de la déconfliction sur un feu de forêt. Finalement, la zone d'exclusion sur un feu, de base, on va le rappeler parce que dans ton audience, tu as sûrement aussi des pilotes privés, heu, c'est, heu, c'est 5 nautiques, 5 000 pieds. Ça, c'est, centré sur le sinistre. Alors forcément, c'est toujours un petit peu difficile quand le sinistre fait 40 000 hectares, heu, on peut difficilement appliquer ça. Mais tout ça pour dire quoi, au-delà du chiffre? C'est que c'est une zone qui est assez contrainte, dans lequel il y a, heu, parfois 15-20 aéronefs, tous différents, des hélicoptères lourds, des hélicoptères légers, des Dash, des Canadair, des avions, légers départementaux ou nationaux d'ailleurs, heu, un un drone Reaper peut-être, pas à 5 000 pieds, mais un A400M. Donc il y a un vrai enjeu de coordination, hem, qui se fait principalement par la radio, de par le fait que tous ces moyens-là ont des origines différentes et non pas, comme on a pu connaître dans l'aviation de chasse, une liaison de données tactiques qui permet d'aider à la compréhension de la CITAC. Donc principalement, cette déconfliction, elle est faite par radio entre les aéronefs. Et alors, quand c'est des aéronefs d'État opérés par la sécurité civile, ils ont les mêmes procédures, ils sont largement entraînés à faire ça. Quand on rajoute un avion de l'armée de l'air comme la 400M, on va dire que, les pilotes de l'armée de l'air ont cette bonne, connaissance, en tout cas, notion de l'importance de la déconfliction et peuvent être, intégrés assez facilement. Quand on rajoute des moyens privés, eh bien, c'est pas toujours le cas. Alors il y a une formation qui est obligatoire en France, mais qui ne fait que 3 jours, hem et donc si derrière les entreprises privées, elles ne font pas l'effort, d'insister, de mettre le volume de formation nécessaire, la rigueur sur la sélection nécessaire pour leurs pilotes, et ben, ça peut donner lieu, encore une fois, je ne dis pas que c'est ce qui a été, à l'origine de l'accident, mais en tout cas, ça peut donner lieu à des incompréhensions, et potentiellement à des erreurs dans la déconfliction. On a connu, nous, hein, dans nos 4 ans d'opération, des situations comme ça où un hélicoptère était présent sur un sinistre sans qu'on soit forcément au courant, et parfois même, nous, de notre côté, des erreurs entre la transmission de fréquences, heu, par, par les pompiers, des erreurs enfin par les pompiers, comment dire? Par les différents organismes qui peuvent gérer le feu. Donc il y a des difficultés et on est amené, forcément à rencontrer ce genre de situation et c'est pour ça que nous, chez Aria, on est vraiment, heu, très, très à cheval sur ces procédures, et sur la formation qu'on met de ce côté-là. On avait au tout début, collaboré avec, je sais pas si c'est des gens dont tu as déjà entendu parler, puisqu'ils ont, pas mal collaboré avec les armées, Jet Fighter Experience, qui crée des logiciels de simulation en réalité virtuelle. On leur avait demandé de nous créer, quelque chose spécialisé pour le Trush 710, de manière à pouvoir entraîner nos pilotes, uniquement ces procédures radio avec nos anciens de la sécurité civile qui jouaient,
qui jouait les instructeurs et qui entraînait nos pilotes sur ces procédures radio et sur ces procédures de déconfliction. Donc il y a un vrai enjeu. Encore une fois, qu'est-ce qui a été facteur dans la collision récente? Je ne sais pas. Mais ça peut être, en tout cas, ça montre bien que c'est un enjeu et que ça peut être extrêmement dangereux. Oui, Euh, j'ai une question pour toi parce qu'on a connu au combat et des fois quand on travaillait avec l'aviation légère de l'armée de terre, ils ont plutôt tendance à travailler en français. Moi, aéronaval, on travaille quasiment exclusivement en anglais. Je pense que toi aussi. L'autre jour, on faisait un petit point de situation sur les moyens engagés actuellement. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'on a des moyens, si j'ai bonne mémoire, sud-africains, espagnol, portugais, on a des pays de l'Est également. D'un point de vue langue, si on fait quelque chose de très basique, d'un point de vue langue, comment ça fonctionne? Et voilà, par exemple, typiquement en ce moment sur les Landes, à ton avis, qu'est-ce qui se passe et en quelle langue est-ce que ça parle à la fréquence? alors c'est là que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de procédure commune européenne. Nous, hem, dans l'aviation de chasse, on a l'OTAN. Alors on parle souvent de l'OTAN comme organisation politique et cetera. Je ne sais pas toi comment tu le vois. Moi, en tant que pilote de chasse, l'OTAN, c'est avant tout un système de standardisation des normes, heu, notamment à l'échelle européenne, on se rend compte souvent que les Américains ne sont même pas signataires de la doctrine OTAN, pour le CAS, par exemple, et c'est principalement un outil de standardisation des normes à l'échelle européenne. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, d'un point de vue purement pratique. Et donc, il n'existe pas ça aujourd'hui, point de vue du feu de forêt, même si, bon, on va dire que les gens travaillent à peu près de la même manière, mais c'est pas acquis. Donc, quand tu rajoutes à ça donc des opérateurs privés, potentiellement qui arrivent d'autres pays, hein, les hélicoptères tchèques, il me semble, sont opérés par une société privée. Les Fireboss suédois sont opérés au profit de la Suède par une société privée. Hem, la France, les Air Tractor loués à Bordeaux par la France, c'est des Air Tractor australiens avec des pilotes australiens dans laquelle l'État a demandé de mettre un traducteur en place arrière de l'avion leader de la patrouille. Donc, Là, tu nous dis donc qu'au-dessus des Landes, on a des Australiens avec des traducteurs en place arrière pour que ça se comprenne avec les forces au sol. exactement. Alors je n'ai pas l'état exact de la flotte, aujourd'hui. En tout cas, la première année, il y avait exclusivement des pilotes australiens. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont peut-être 2 pilotes français qui ont depuis passé leur qualif en Australie. Mais donc tout ça pour dire qu'il y a une vraie diversité des langues et des procédures. Les pompiers au sol ne parlent que français. Donc la discussion avec l'officier aéro se fait en français. C'est pour ça que donc ce que je disais, les air tracteurs australiens ont des traducteurs en place arrière. Hem, la déconfliction RR, elle peut se faire en anglais dans l'absolu puisque, bah, les pilotes de Canadair, parlent très bien anglais, donc il y a possibilité de faire la déconfliction RR en anglais. Maintenant, qu'est-ce qui est utilisé, à quel moment? Je ne sais pas, mais en tout cas, tu soulèves vraiment un point qui est important, c'est cet usage de la langue. Encore une fois, l'anglais n'est, pas le standard, et et c'est parfois, encore une fois, nous aussi, on est un petit peu biaisé dans l'aviation de chasse où on maîtrise quand même bien la phraséologie anglaise, l'anglais de manière générale parce qu'on est habitué à travailler, là-dedans. Mais un opérateur, privé, tchèque, sa maîtrise de l'anglais, c'est pas forcément celle d'un, et je pointe pas du doigt les Tchèques, hein, c'est l'exemple parce que tu en as parlé. C'est pas la maîtrise de l'anglais de tout le monde et puis j'imagine que l'anglais natif d'un Australien, c'est pas forcément, l'anglais le plus simple à comprendre, même pour un traducteur en place arrière. Même pour nous, en fréquence, rajoute en fréquence, oui, c'est clair. On va quitter un tout petit peu cette partie-là. Tu nous as parlé de vos avions, des Trush, donc c'est 710P si j'ai bon. À un moment où là tout le monde se dit en fait il semblerait que sur le marché il n'y ait rien de disponible. Comment est-ce qu'en 2020 tu as trouvé ces aéronefs-là? Y a-t-il des aéronefs disponibles? Et qu'est-ce que c'est que ces avions qui sont très peu connus en fait? Alors j'ai vu des petits air tracteurs tout à l'heure se poser sur le terrain militaire à côté, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce pan de la lutte anti-incendie qui est très peu connu? Alors oui, c'est un pan qui était très peu connu, même si on a tendance à en voir de plus en plus et avec, l'intérêt finalement médiatique sur les feux ces dernières années, c'est un avion qui a été, de plus en plus exposé. Le Trush 710 qu'on opère ou l'Air Tractor dont tu viens de parler, c'est des avions initialement qui étaient, des avions d'épandage agricole, designés aux États-Unis. D'ailleurs, le fait un petit peu, rigolo, c'est que c'est exactement le même designer qui est parti d'Air Tractor, pour, dessiner le Trush. Donc c'est 2 avions qui se ressemblent énormément dans leur dessin. Hem Et ces 2 avions qui sont construits par 2 constructeurs, Air Tractor et Trush. On parle souvent d'Air Tractor parce que Air Tractor a été,
implanté avec une qualification EASA en Europe bien plus tôt et a fait, par Air Tractor Europe, actuel Titan Firefighting, qui a fait un gros lobbying, a eu l'hégémonie sur le marché des avions légers en Europe pendant de nombreuses années. Depuis 2019, je crois, le Trush a obtenu, une autorisation EASA, donc on peut commencer à avoir des Trush en Europe, depuis 2019. Donc c'est ce qui explique pourquoi c'est un avion dont le nom est moins connu. Comme maintenant on parle pour tout avion bombardier d'eau qui écope de Canadair, alors que finalement Canadair c'est une marque, hein, c'est même pas même dans Canadair, il y en a plein. Voilà, donc on entend parler d'Air Tractor. Le Trush, c'est à peu près la même chose. Nous, on opère des Trush qui sont en mesure d'emmener 2800 litres d'eau. L'Air Tractor, ça en emmène 3100. C'est pas 300 kilos en soute qui font une différence au sol. En plus, 300 kilos en Juste pour nous donner un tout petit peu des ordres de grandeur, c'est la moitié d'un Canadair, c'est ça? c'est la moitié d'un Canadair. Alors, on pourra y revenir plus tard, hein. Comparaison n'est pas raison. Je suppose qu'on t'a dit, toi aussi, au début, 2 fois 250 kilos, c'est pas 500 kilos quand on parle de bond. Et ben, exactement de la même manière, 2 fois 3000 litres, c'est pas 6000 litres. 100 000 verres d'eau sur une flamme de 10 mètres, c'est pas l'équivalent de 10 000 litres d'eau. Donc, comparaison n'est pas raison. Mais effectivement, 3000 litres d'eau, c'est la moitié de ce que peut emporter un Canadair, 6000 litres, qui est lui aussi à peu près la moitié de ce que peut emmener un Dash. Donc, si tu veux, derrière, on rentrera un peu plus en détail sur comment ces moyens se complètent et ne se remplacent pas. Mais oui, ça voilà, ça reste des gros avions qui ont des turbines de 1300 chevaux de base. Il y a des Air Tractor à 1500 chevaux. Donc on parle quand même de grosses machines, même si on parle d'avions bombardiers d'eau légers, puisque sur le spectre, on est sur le bas du spectre, de d'un avion, bombardier d'eau, et c'est donc des avions qui sont plutôt efficaces, du côté de l'attaque, initiale, du départ du feu. Parce que derrière, dès qu'on est sur des feux, plus conséquents avec des flammes beaucoup plus puissantes, qui ont besoin d'un pouvoir calorifique plus important pour être atténué, et ben, là, on perd, largement en efficacité pour ce qui est de l'attaque directe, et on peut être réutilisé, avec de l'attaque au retardant, du dépôt de ligne. Et pour faire une petite aparté là-dessus, on a vu aussi d'ailleurs c'est ce que la Suède envoie en renfort, une version amphibie de l'Air Tractor 802 qui s'appelle le Fireboss, qui est capable d'écoper. J'allais dire comme le Canadair, mais pas vraiment comme le Canadair, parce qu'il a des qualités d'écopage qui sont quand même moindres. Donc, mais il est capable d'écoper, notamment sur des lacs. Hem, donc il y a un avion intéressant, on en entend beaucoup parler parce que comme ça écope, ça a l'air, bien, ça a l'air de pouvoir remplacer le Canadair. Moi, j'ai quand même une approche qui est plus réservée sur ça. Je sais pas si tu veux qu'on en parle plus tard ou maintenant? Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Mais en fait, alors il faut savoir que le Fireboss, même si potentiellement il peut mettre 3100 litres dans sa soute comme un Air Tractor, 802 classique, bah, il a 2 gros flotteurs par terre, donc c'est plus limité en termes d'emport. On est plutôt à 2100-2400 litres pour l'emport réel. Donc voilà, le Fireboss, on est plutôt entre 2100 et 2400 litres d'emport, donc on est sur une charge qui est moindre, et en fait, dans cette classe-là, comme je te dis, c'est plutôt des avions qui sont utiles pour la mission d'attaque initiale, plus que pour le feu très établi comme il y a eu dans les Landes. Encore une fois, parce qu'on est limité par la charge, et finalement, dans l'attaque initiale, nous, ce qu'on a connu dans l'Hérault, c'est qu'une attaque initiale qui est efficace, elle est terminée en 2-3 largages, parfois 1. Si vraiment on est bien. Donc cette rapidité de rotation qu'a le Canadair, parce qu'il faut amener beaucoup d'eau sur un feu pendant longtemps, elle est moins, facteur pour l'attaque initiale. Alors je te dis pas, il y a des cas où oui, effectivement, sur un départ un petit peu fort, la capacité d'écoper et de ramener de l'eau, elle peut être intéressante, mais c'est assez marginal. Et pour le prix d'un Fireboss, finalement, on met 2 Trush 710, et comme je te disais tout à l'heure, aujourd'hui, ce qui manque, c'est le nombre d'avions. Enfin, ce qui manque, il manque plein de choses, mais notamment un volume d'avions qui est plus important. Je reprends là aussi le mot du porte-parole de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Ce qu'il a manqué, c'est pas des Canadair dans un premier temps, même si on peut, discuter ça, mais il a surtout manqué des avions d'attaque initiale. Parce que quand il y a 20 départs de feu partout en France, il faut 20 avions, il me faut même 40 avions. Il faut pas, 5 gros avions en plus, et donc l'intérêt aujourd'hui en France, attention, hein, parce que là, aujourd'hui, on parle de la France, mais comme tu l'as dit pour les Landes et la Corse, le relief est pas le même, donc la question est pas la même. Eh bien, la réalité en France, c'est pas la même, en Grèce, en Australie et aux États-Unis. Et si on parle de la France aujourd'hui,
il faut dans un premier temps muscler l'attaque initiale. Et donc, il vaut mieux 20 Rush 710 qu'on répartit bien et qui sont proches d'un départ de feu que 10 Fireboss qui emmènent moins d'eau, qui sont plus difficiles à opérer, plus dangereux parce qu'on rajoute de l'écopage et qui vont coûter le même prix. Donc, voilà, tout ça pour c'est une longue digression pour dire qu'il existe une version amphibie de l'Air Tractor, qui est un avion qui peut être très utile dans certains cas, mais qui aujourd'hui en France, dont on entend parler pour la France, mais qui, à mon sens, n'est pas optimal. Et d'ailleurs, quand la sécurité civile a fait son marché pour les 6 bombardiers d'eau à, à Bordeaux, ils ne s'y sont pas trompés. Ils ont demandé des avions terrestres et pas des avions amphibies parce qu'aujourd'hui, l'avion amphibie en France, c'est le Canadair et c'est lui qui fait le travail. Et c'est lui qui fait le travail parce qu'il peut emmener 6 000 litres d'eau et pas 2100, 2400. Donc, qu'on soit bien clair, il y a différents métiers dans la lutte contre l'incendie. On a le guet aérien et l'attaque initiale. Et grosso modo, je sais que ça varie pour chaque feu, mais vous avez combien de temps pour arriver dessus pour justement que ça soit réglé en 1 ou 2 passes? Ça, c'est un point intéressant. Donc, en gros, il faut combien de temps pour que vous arriviez sur zone? Et il faut que tout soit dans on va dire dans une ring atteignable en combien de temps? Et ensuite, à partir de quel moment est-ce qu'ils décident d'engager, s'ils en ont, des Canadair? C'est-à-dire que si je comprends bien la logique, c'est départ de feu, on essaie d'envoyer les petits pour éviter que ça parte. Une fois que ça partit à un certain volume, on va changer les moyens et ainsi de suite. Et après, quand c'est des feux énormes comme ici, c'est encore une gestion différente. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ces différentes problématiques, donc différents outils? Eh ben, alors oui. Alors déjà, en préambule, il y a la doctrine aérienne et il y a la doctrine terrestre, dont que je connais forcément, mais dont je suis loin d'être un expert. Donc, je ne vais pas parler de la doctrine terrestre. Pour la doctrine aérienne, pour le temps de première intervention, effectivement, ça varie. On y reviendra peut-être après, mais nous, on travaille aussi sur de la simulation de propagation, etc. Et donc, selon les conditions, selon l'endroit du départ, selon le vent principalement, mais aussi le relief, le combustible, hem, un feu va partir plus ou moins fort. Donc il y a pas de recette magique sur, après tant de temps, un feu, devient un gros feu. Ce qu'on voit dans les simulations, ce que la recherche montre, parce que nous, nos simulations, elles sont basées sur les travaux, notamment de Jean-Baptiste Philippe, qui est un chercheur au CNRS à l'université de Corté, mais qui lui-même se base, sur, des travaux, qui sont en communauté scientifique partagée, notamment le moteur derrière sa simulation, c'est un algorithme qu'on appelle ForFire, qui est quelque chose qui est développé par plein de chercheurs à travers le monde, qui est en open data. Mais donc ce que montre la simulation, ce que montre la recherche scientifique, c'est qu'il y a un point d'inflexion, dans un feu. Il y a un départ qui est plutôt linéaire, et au bout d'un moment, il y a un point d'inflexion et la surface devient exponentielle. Ce point d'inflexion, dans le temps, il varie. Ça peut être, 10 minutes, je donne des chiffres un petit peu au hasard, ça peut être, 3 heures en plein hiver, dans une zone avec peu de comburant. Ce qu'on on entend parler de 10 minutes. 10 minutes, très honnêtement, c'est difficilement atteignable. On va dire qu'un bon ordre de grandeur, pour nous, c'est 30 minutes. Hem, Dans l'Hérault, par exemple, depuis Béziers, on est à 20 minutes de vol de tout le département. Si tu rajoutes le temps de décoller, d'alerte et cetera, on va être dans les 30 minutes après l'ordre. Si tu rajoutes une détection qui peut être, un petit peu longue, tu as, voilà, on va dire autour des 30 premières minutes, on est capable généralement, selon les conditions et cetera, d'avoir une action efficace sur un départ de feu et de le tenir. C'est pas tout le temps vrai. Parfois, ça peut être plus, parfois, ça peut être moins, mais ça donne un ordre d'idée. Ce que ça veut dire derrière, c'est que tu vois, il faut, prépositionner des avions un peu partout, sur la zone à risque. On ne couvrira jamais toute la France parce que malheureusement, encore une fois, la zone à risque avec le réchauffement climatique, enfin le dérèglement climatique, en tout cas pendant la saison, le réchauffement des températures, va monter progressivement vers le nord. Donc, à terme, il faut penser une stratégie à terme. Aujourd'hui, en tout cas sur la zone à risque, il faut répartir, des avions de première intervention. Dans leur utilisation, est-ce que c'est aux petits de faire les premiers largages puis aux gros? La stratégie française, qui est très probablement une des meilleures, du monde puisque en France, les feux parce que la stat intéressante, c'est le nombre de feux qui est utilisé par les pompiers qui sont tenus, hem, sous les 5 hectares. Alors là, le directeur du Var, Éric Drouin, a parlé de 97. Moi, mon directeur dans l'Hérault parlait de 90. On va pas chipoter sur les chiffres, mais en tout cas, une très large majorité des feux de forêt sont tenus, sous les 5 hectares aujourd'hui en France grâce à cette doctrine de l'attaque massive
des feux naissants. Et attaque massive, ça veut dire on met tout ce qu'on a. Donc, si demain il y a un feu et qu'on a 40 avions, dans l'absolu, on irait mettre, j'exagère, les 40 avions sur ce feu. Donc, il y a pas à se dire: «C'est un petit départ de feu, on met qu'un petit avion». Si on a, de quoi mettre plusieurs avions, on met plusieurs avions, forcément proportionné quand même à ce qui est, mais on cherche un volume, l'attaque massive. Maintenant, si on rentre vraiment dans le détail, de la stratégie, il y avait avant un échelon de gare inférieur, un échelon de gare supérieur. L'échelon de gare inférieur qui serait plutôt armé par des avions dits légers, le Tracker, le Thrush, et l'étage supérieur par un avion plus lourd comme le Dash. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'envoyer dans un premier temps les avions légers, 2 avions légers, faire leur largage. Si c'est tenu très bien, le Dash, puisqu'on en a moins, reste en haut et reste disponible pour un départ de feu plus virulent. Si ça suffit pas, le Dash arrive et finit le travail. Petite question technique à ce moment-là, parce qu'on parle beaucoup de retardant ou d'eau. Qui largue de quoi dans un monde idéal? Parce que ma compréhension est que le Dash, il a du retardant. Vous êtes Oui. équipé avec quoi? Dans un monde idéal, sans contrainte budgétaire et sans contrainte de volume, les avions terrestres, donc à l'opposé des avions amphibies capables de décoper, larguent du retardant et les avions amphibies larguent de l'eau. Parce qu'on compense le délai de rotation d'un avion terrestre par le fait qu'un avion terrestre peut larguer du retardant avec une efficacité qui est plus importante que l'eau. Donc du coup, le lieu de largage n'est pas le même, c'est-à-dire que le Canadair va larguer sur le feu, alors que vous allez larguer tactiquement de manière à l'empêcher de se développer. J'ai bon ou pas? Alors, pas tout à fait. L'eau, elle est utilisée tout le temps en attaque directe, à part quelques très rares exceptions, largage de sécurité, et cetera. Mais l'eau, elle est utilisée en largage direct parce qu'en fait, aller larguer de l'eau, 100 m devant le feu, ça sert à rien. Le retardant, il peut être utilisé à la fois en attaque directe avec, une efficacité calorifique qui est plus importante que l'eau. Là aussi, bon, on parle de 6 fois le pouvoir calorifique de l'eau. Je ne suis pas dans les chiffres des fabricants de retardants. J'ai pas fait les études chimiques. En ordre de grandeur, on va dire qu'on s'arrête là-dessus. En tout cas, un pouvoir calorifique qui est plus important que l'eau. Donc ça fonctionne en attaque directe et ça fonctionne mieux que l'eau. Maintenant, une noria de Canadair, ça emmène beaucoup plus d'eau que, une noria de Dash. Donc, bon, encore une fois, c'est à balancer. Mais en tout cas, le retardant fonctionne en attaque directe. Mais ce que tu évoques, c'est qu'il fonctionne aussi en attaque indirecte avec le dépôt de lignes de retardant. Où là, ça rentre dans la stratégie sol des pompiers, hein. C'est les pompiers qui vont organiser leurs moyens aériens comme ils le souhaitent, où on peut venir en amont du feu, déposer une ligne de retardant qui va ralentir en retardant le moment où la végétation prend feu, va ralentir la propagation du feu lorsque le feu va arriver dessus. Et donc ça peut avoir un usage tactique qui est différent. Donc là où tu avais à peu près vrai, c'est que le retardant est utilisé aussi en attaque indirecte, mais pas que. Voilà, on peut faire de l'attaque directe au retardant, notamment, on peut faire de l'attaque initiale directe au retardant avec un pouvoir calorifique qui est plus important que l'eau. Donc dans un monde idéal, les avions terrestres sont toujours au retardant et les avions amphibies sont toujours, à l'eau. Voilà, modulo, quelques exceptions, mais on ne va pas rentrer dans. Et ce retardant, comment est-ce qu'il est créé et stocké? Alors le retardant, eh bien, la sécurité civile a un marché, avec un opérateur privé qui fabrique le retardant, et ce retardant, c'est un additif qu'on vient rajouter dans de l'eau, et donc il est créé en venant mélanger de manière régulière et stocké dans des cuves, sur les pélicandromes. Donc les pélicandromes, c'est des parties de certains aérodromes français qui ont été aménagés par les pompiers pour accueillir les avions terrestres justement et faire le remplissage. Donc il y en a un peu partout répartis, en France, hem et ils ont des cuves dans lesquelles, voilà, régulièrement, l'industriel vient faire le plein de retardant pour, remplir les avions. Ma compréhension, c'est que sur certains pélicandromes, ça a été réfléchi pour les Dash, pour les Canadair. C'est pas forcément compatible ou tous ne sont pas forcément compatibles avec des avions plus gros, comme par exemple l'A400M. Est-ce que tu as Alors, oui, c'est un des enjeux de la 400M. Déjà, beaucoup de pélicandromes ont dû être refaits pour le Dash. Calvi, notamment en Corse, ne pouvait pas accueillir le Dash pendant un moment. Ça a été, solutionné depuis. Mais le Dash, qui est un avion plus gros que les Trackers, a forcé forcément la sécurité civile à investir pour aménager les pélicandromes.
L'A400M, ça pose un nouveau défi, ne serait-ce que par la piste, parce que certains pélicandromes sont sur des pistes, finalement assez petites. Je crois qu'il y en a à Carcassonne, par exemple. Est-ce que la piste de Carcassonne, elle est faite pour encaisser, un A400M, heu plein? Je ne sais pas, j'ai pas regardé, mais il y a déjà une question qui se pose sur la capacité des pistes à, accueillir l'A400M en termes de poids et puis après, effectivement, pour manœuvrer sur les pélicandromes avec, l'envergure, très honnêtement, encore une fois, je suis pas rentré dans le détail, je dis peut-être, une bêtise, à vérifier. J'ai quand même du mal à imaginer la 400M manœuvrer sur, le pélicandrome de Béziers. Voilà. Le point important, c'est que voilà, parce que certains ne l'entendront pas, mais en fait, c'est tu as bien parlé du poids. C'est-à-dire qu'on a une contrainte de masse sur certaines pistes, sur certains taxiways surtout. Bien sûr, la 400M, c'est un avion qui peut décoller court et repartir court, mais on ne veut pas abîmer le sol. Et c'est par exemple un détail qu'on a vu avec les C-130 en Iran, où ils se retrouvent posés sur une piste sommaire et après, ça s'enfonce. Donc, tu n'as pas envie de détruire illégalement. Tu ne peux pas envoyer un avion d'une certaine masse sur un revêtement qui n'a pas été réfléchi, certifié pour, sinon tu vas casser le terrain civil. Donc c'est pas une question de distance, c'est une question de résistance structurelle du sol et donc c'est pour ça que c'est des équations assez complexes, hein. Exactement, parce que dans l'absolu, la communication d'Airbus qui dit: «On peut faire le plein d'un 400M sur une plage des Landes», oui, oui, on peut tout faire, hein. On peut larguer depuis je sais pas, on peut tout faire. Mais dans la pratique, on le fera pas parce que comment on emmène le retardant sur la plage des Landes? Comment on emmène l'eau? Enfin, c'est 20 tonnes de retardant, comment on les emmène sur, une plage des Landes? Bon, ou alors on l'emmène une fois, mais on va pas, l'emmener, 10 fois dans la journée, 15 fois et pareil, donc en fait, en pratique, l'A400M, alors là, il est rentré à Istres, je crois, peut-être que c'est pour des questions de test, je n'en sais rien. En pratique, il fera forcément des rotations qui sont plus longues que le Dash, parce qu'il peut pas être accueilli sur tous les pélicandromes et très honnêtement, vu les investissements que ça demande, j'ai du mal à imaginer, les départements consentir à un investissement sur leur pélicandrome pour accueillir de manière très occasionnelle la 400M. Donc là, on a d'ailleurs juste pour les aménagements, tu parlais du Dash, ça m'a fait penser à l'arrivée de l'A380 sur les terrains. On a eu exactement les mêmes problématiques quand le 380 est arrivé, avec seulement certaines gates, certains endroits où l'avion peut aller et toutes des contraintes liées notamment au roulage. Et pour rappel, le gros des dégâts dans l'aviation civile et commerciale, c'est au roulage, avec une aile qui tape un poteau. La prochaine fois que vous allez à Marseille, par exemple, vous allez voir sur les tarmacs, il y a des poteaux partout. Et la 400M, c'est déjà tapé en Australie sur une marche arrière. On en a parlé sur la chaîne, un poteau temporaire qui avait été mis, pour les Allemands. Mais tu me fais un petit peu la transition parce qu'on parle beaucoup et l'espace médiatique est presque saturé, par la 400M. Mais, je crois que justement avec ton entreprise, vous développez une autre attaque qui est également c'est bien d'envoyer des moyens, mais il faut mieux les utiliser. Et donc je crois que, bah, ça parle un petit peu du Reaper en vol, mais vous développez un petit peu des capteurs. Tu as parlé plusieurs fois d'algorithmes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment vous cherchez à améliorer l'efficience, j'ai envie de dire, des moyens disponibles? Alors oui, comme je te disais au tout début, moi une des réflexions que j'avais, c'était de me dire, bah, finalement, le la lutte contre les feux de forêt, c'est très proche de ce qu'on fait, en casse, en soutien des troupes au sol, et est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui est arrivé dans les forces pendant des années, notamment en termes de numérisation du champ de bataille, on en a beaucoup parlé, est-ce qu'on peut pas le transposer chez les pompiers en utilisant des technologies qui sont, sur étagère et qui sont peut-être plus adaptées, au feu? Parce que quand on suit un feu, on n'a pas besoin de suivre en fait une camionnette lancée à pleine vitesse, dans le désert. On n'a pas besoin d'identifier, une calache, sur un mec à plusieurs dizaines de kilomètres. Donc on a peut-être des besoins qui sont, plus restreints et sur lesquels on peut en fait aller faire quelque chose dans un budget qui est beaucoup plus resserré. Donc on a travaillé là-dessus, et parce que, beh, bon, mine de rien, j'ai quand même un tropisme scientifique à la base et on a la chance d'avoir, à côté de chez nous, à Corté, un super labo, de recherche sur le feu de forêt. Moi, je me suis mis en relation avec, voilà, le milieu de la recherche, On est passé rapidement dessus, mais tu es école de l'air, donc tu es maths formé ingénieur par une très belle école, donc l'école de l'air et donc tu as ce bagage scientifique, voilà, que il y a 2 filières pour piloter dans l'armée de l'air et faire du 2000D. RMV maintenant rénové. Tu as la filière officier sous contrat, j'ai envie de dire que je représente aujourd'hui, bac général ou technologique
pas forcément les plus instruits. Et Matsupe avec ce qu'on appelle la voie royale, on va pas se mentir, et donc des personnes qui réfléchissent en ingénieur et qui ont cette appétence, comme tu le dis, pour le côté scientifique. Voilà, résumé, c'est ça, même si on trouve des exceptions, dans les 2 branches. Mais en tout cas, voilà, moi, j'avais cette appétence pour la science, pour la recherche. C'est quelque chose qui me passionne et encore une fois, j'avais la chance d'avoir un écosystème, très proche, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et donc j'ai essayé de construire vraiment en cherchant un petit peu sur, étagère ce qui se faisait parce qu'encore une fois, on est une petite boîte, on n'a pas la puissance d'un industriel. Et mon objectif, c'était pas de développer, from scratch, quelque chose, que je pourrais vendre. L'idée, c'était vraiment de construire un système que je pourrais opérer, au profit des pompiers. Et notre savoir-faire finalement, hem, avec ce mix entre moi, de mon côté, l'aviation de chasse, la recherche de l'autre et hem, mes pilotes, vraiment issus de la sécurité civile du Canadair. C'était vraiment, un savoir-faire opératif et d'identifier ce qui me manquait aujourd'hui, ce qui pouvait être apporté dans un budget contraint. Parce que encore une fois, on parle de la sécurité civile et la sécurité civile jusqu'à aujourd'hui, peut-être que ça va changer, l'an prochain, même si j'y crois peu, heu, il doit faire dans un budget contraint. Hem, les feux de forêt, on en parle peu, mais les pompiers, le feu de forêt pour les pompiers, c'est une sous-mission. Parce qu'il y a le secours à personne, il y a le feu d'habitation, il y a, les inondations, enfin, donc en fait, le feu de forêt, c'est une petite branche de la sécurité civile qui est une petite direction du ministère de l'Intérieur. Donc et qui est financée par les départements à qui on a retiré, pendant de nombreuses années. Alors je commente pas, le bien-fondé ou pas de ces décisions, c'est j'ai pas, la connaissance pour le faire, mais en tout cas, le fait est que les régions ont perdu des sources de revenus pendant de nombreuses années et sont toujours les financeurs des services départementaux d'incendie et de secours, même si l'État, reste, acteur avec, la flotte nationale de la DGCGC et cetera. Donc moi, dans ma réflexion, c'était de se dire: «On va, concevoir un système, mais pas un système qui vaut 15 millions d'euros parce que, derrière, il y aura pas de clients». Donc on a réfléchi à tout ça et on a vu déjà que quand c'était utilisé par les pompiers, c'était souvent fait avec des moyens dérivés, du militaire et que c'était, souvent cher pour, pas grand-chose. En fait, utiliser, hem, une Wescam MX-20, heu, à plus d'1 million d'euros, qui permet encore une fois d'identifier une calache à plusieurs dizaines de kilomètres, poursuivre un front de flamme qui avance, allez à 100 km/h, parfois plus vite. Donc la Wescam, c'est le capteur optique FLIR qu'on va retrouver par exemple sur des avions de CAE ou sur sur certains matériels qui est un optique qui te permet de désigner et de voir de très très loin avec une précision, comme tu dis, centimétrique, quoi. Donc, Exactement, alors oui, je parle de Wescam, ça peut être, une FLIR, ça peut être, peu importe, en tout cas une caméra optronique, à plus d'1 million d'euros qui à la base est faite pour des besoins militaires, pour suivre un feu qui finalement n'avance pas si vite que ça comparé alors encore une fois, c'est un feu avec, c'est une vague de 10 mètres de feu qui avance, donc déjà à 10 km/h, voilà, c'est un rouleau compresseur, mais, on suit pas, encore une fois, quelque chose lancé à 90 km/h, dans le désert. On n'a pas besoin de se tenir loin et donc d'avoir des résolutions extraordinaires. Et finalement, on s'est, dit: «Est-ce que vraiment on a besoin de vidéos?» parce que, pour avoir discuté avec, certains experts aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, il y a le Cal Fire, California Fire Department qui a toujours été très en avance sur, toute cette, partie-là. Hem Et eux, ils appellent ça du fire porn parce que, en fait, on fait de la vidéo et puis, à l'état-major, tout le monde est assis devant le flux vidéo et regarde le flux vidéo. Donc on s'est dit: «On veut pas faire du fire porn, on veut faire quelque chose qui est, utilisable et facile à propager sur tous les acteurs». Parce que finalement, de la vidéo HD, à part l'envoyer, au CODIS, donc au centre départemental de conduite, et ben, l'envoyer sur le terrain, c'est difficile parce qu'il faut équiper, les camions, il faut équiper les pompiers. Encore une fois, c'est départementalisé, donc on ne peut pas avoir, une approche, nationale là-dessus. Hem, après, toutes les stations de pompiers, vont se déplacer sur le flux le plus proche, donc on ne peut pas équiper tout le monde, on ne peut pas équiper tous les camions. Donc il faut trouver une manière plus intelligente d'envoyer ça, et comme encore une fois, pardon, le feu, il n'est pas commandé depuis l'état-major, il est commandé depuis le terrain par un commandement des opérations de secours qui est sur le terrain. Et ben, créer de la donnée qui finalement est envoyée à l'état-major, c'est bien parce que l'état-major en a aussi besoin, mais ça ne résout pas le problème du terrain.
Donc nous, on a une approche qui est un peu différente. On fait pas de vidéo, on fait de la cartographie. Donc avec l'avion, on survole un feu, il fait, plein de photos, sous lui à la verticale. Il y a un algo qui travaille, et qui recombine ces photos, à la fois dans le visible et dans l'infrarouge, parce que l'infrarouge, ça nous permet de voir le front de flamme sous la fumée. Un infrarouge qui est calibré pour voir du feu de forêt, parce qu'un infrarouge qui est calibré pour voir, une température corporelle, quand il regarde une flamme à plusieurs centaines de degrés, ben, la flamme, elle bave et donc quand, en fait, on transmet, au sol, une image avec un front qui fait, 10 mètres parce que, le la té le l'imagerie thermique, elle bave et ben, en fait, ils savent pas où est le front parce que 10 mètres, c'est pas assez précis. Donc on va chercher aussi un calibrage qui est plus proche et puis il y a des algos d'intelligence artificielle qui viennent eux-mêmes extraire de l'image infrarouge le front de flamme, les soutes de feu et cetera pour présenter ça, de manière aussi plus lisible. Parce que nous, et ben, dans la chasse, l'infrarouge, c'est notre métier. On est habitué à lire de l'image infrarouge. Mais en fait, encore une fois, avec, tout le respect que j'ai pour les pompiers, c'est pas un jugement de valeur, mais en fait, de l'image infrarouge, on ne voit pas tous les jours. Donc, quand tu reçois une image en noir et blanc, surtout extrêmement saturée parce qu'il y a du feu, bah, qu'est-ce que tu en fais? Pas grand-chose et quand en plus c'est un flux vidéo en continu et que ça bouge et que en fait, tu vois qu'une partie du sinistre, nous, on estimait que c'était pas optimal. Donc, certains seront pas d'accord avec ça. Très honnêtement, j'aurais du mal à changer d'avis là-dessus. Parce qu'en fait, finalement, nous, ce qu'on fait, on fait la cartographie. Alors, on la met à jour. En pratique, ce qu'on a fait dans l'Hérault en 2024, quand on a fait, l'expérimentation opérationnelle, toutes les 15-20 minutes, parce qu'en 15 minutes, le feu, il se métamorphose pas drastiquement et 15 minutes, ça laisse le temps d'envoyer une carte au sol, qu'elle soit analysée, qu'elle soit envoyée vers les CCF, donc les camions, qu'elle soit analysée par le COS. Il y a aussi un temps de traitement de cette information. Donc si je comprends bien, plutôt que de donner un flux continu qui, d'une certaine manière, sature d'un point de vue informationnel les décideurs qui se retrouvent bloqués dans l'ultra court temps, au vu de la temporalité du développement d'un feu, vous avez fait le pari de vous dire on leur fait 3 à 4 points de situation par heure, de manière à ce qu'ils puissent prendre des décisions à partir d'une information vérifiée, dérouler leur rôle de gestionnaire de l'incendie, et en fait, par, j'ai presque envie de te dire, la privation d'informations continues, leur permettre de cheffer. Exactement ce qu'on voit chez les officiers américains, de la Seconde Guerre mondiale. Moi, c'est un exemple que j'adore. Tu prends une sé tu regardes les séries de la Seconde Guerre mondiale, tu as, dans l'infanterie, tous les hommes, ils ont un fusil. Le seul qui a qu'un Colt et qui a pas de fusil, c'est l'officier. Parce qu'il doit être en recul et on lui demande de prendre du recul sur la situation et donc d'une certaine manière, quand tu as trop d'informations, tu tunnelises et tu as du mal à te détacher. Donc c'est un peu votre angle? Exactement, parce que finalement, qu'est-ce que tu fais en fait d'une vidéo d'un feu qui en plus de ça, enfin une caméra optronique, ça voit à travers une paille. Nous, on agrège plein de photos au sein d'une grande carto qui permet de voir le feu en entier. Hem, tu tu on a une toute petite chaîne YouTube où on a mis des vidéos, tes auditeurs peuvent aller la voir. Voilà, peuvent aller regarder, l'expérimentation Multi-Fire Scan notamment, où on montre à quoi ça ressemble. Hem, le Hem, en fait, qu'est-ce qu'on fait d'une vision à travers une paille, d'un feu de forêt, d'un bout de front de flamme qui avance? Alors, très probablement que ça ponctuellement, c'est utile si tu veux aller chercher des camions, voir où sont tes camions et cetera, comment ils bougent. Mais pour moi, c'est pas la meilleure manière de commander. Donc oui, ponctuellement, ça peut être utile, encore une fois. Mais si tu cherches à couvrir le maximum de use case dans un budget contraint, et ben, en fait, envoyer une cartouche, c'est beaucoup mieux parce que derrière, ils peuvent, l'imprimer, travailler dessus sur une table parce qu'encore une fois, un COS, c'est dans un camion sur le terrain. Sortir, donner des ordres à des CCF et puis encore une fois, là où notre solution, elle est, pratique, c'est que ce front de flamme qu'on extrait, via intelligence artificielle de l'image infrarouge, c'est un fichier, pour les informaticiens KML, donc c'est un format très standard et ça pèse moins de 100 kilooctets, ça s'envoie par texto et tu veux l'envoyer, je pourrais te l'envoyer là par texto, WhatsApp, tu l'ouvres et avec Google Earth, ton téléphone, il va te localiser par rapport au front de flamme et cetera et ça, tu vois, c'est quelque chose qui est facilement proposable à des mecs dans un camion sans aucun autre équipement. Et notre volonté, c'était vraiment ça, c'était de donner de la situation tactique à tous les acteurs. Pareil, nos dans la plupart des pilotes aujourd'hui sur feu de forêt, ils utilisent SDVFR parce qu'il y a pas de SITAC et cetera et donc ils ont une tablette avec SDVFR
Et nous, ce qu'on a fait, c'est Qui est un logiciel, moi je vole avec sur ULM qu'on peut télécharger, qui est très précis, qui te donne ta position et qui coûte quelques dizaines d'euros par an, mais ouais, des fois le civil fait des trucs extrêmement, enfin ouais, mieux que ce qu'on peut avoir vraiment dans nos bien. outils, quoi. Alors, je suis pas sponsorisé, mais si tu couples ça avec une autre appli qui s'appelle Safe Sky, qui récupère Ouais, moi je fais ça. Et en plus, tu as les alertes dans le casque sur les trafics. Ah ouais, exactement, tu as une super SITAC à moindre frais. Et nous, sur SDVFR, on a créé un petit serveur dans lequel on déposait le front de flamme et automatiquement, tu as un pop-up sur l'appli. Est-ce que vous voulez télécharger les dernières données vectorielles? OK. Et donc, tu as ton sinistre qui apparaît dans SDVFR. Et tu vois, c'est des solutions qui sont finalement très simples, qu'on est allé chercher, encore une fois, par notre connaissance du besoin opérationnel et notre connaissance un petit peu du tissu industriel pour essayer de se dire comment, en étant le moins intrusif possible sur des moyens sur lesquels on n'a pas la main. On n'a pas la main sur les canadairs de la sécurité civile, on n'a pas la main sur les CCF de l'Aude ou de l'Auvergne, et cetera. Comment, en fait, on est capable de créer de la donnée qui sera utilisable? Et si demain, on prend notre avion, on part sur le feu des Landes, on est sûr qu'on pourra transmettre cette donnée vers tous les moyens au sol parce elle est standardisée. Et pour finir sur ça, on a couplé à ça donc les travaux de Jean-Baptiste Philippe du CNRS qui a développé un simulateur pardon, de propagation des feux de forêt qui s'appelle Firecaster. Et donc non seulement on visualise le feu en temps réel, mais on envoie ça dans le simulateur et on a la propagation du feu dans les heures à venir. Et donc grâce à ça, on a pendant le sinistre une chaîne complète d'infos qui est facilement partageable à tous les acteurs. J'ai une petite anecdote, il y a un feu dans l'Hérault pendant qu'on faisait donc l'expérimentation opérationnelle. Hem, d'ailleurs, un petit mot sur ça, c'était une expérimentation qui était financée via le fonds Innovachat par la DGSCGC, donc la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, hem et pour laquelle on a gagné le prix d'innovation en 2024 du ministère de l'Intérieur, toute innovation confondue sur le ministère, au cours de l'année. Donc c'est vraiment quelque chose qui a donné satisfaction. Et donc la petite anecdote, c'est que sur un feu important de l'Hérault cette année-là, donc nous, on envoyait la carto aux pompiers et les gendarmes à côté qui étaient chargés par la préfecture de couper les routes, et cetera. Quand ils ont vu la carto chez les pompiers, ils leur ont dit tout de suite: «Mais envoyez-nous ça tout de suite parce qu'en fait, pour faire notre travail, de gestion des routes, et cetera, c'est génial». Et donc tu vois, c'est le genre de truc que nous, on n'avait pas forcément anticipé, mais qui montre que ce choix de la carto, finalement, c'est c'est le plus versatile. Encore une fois, on trouvera toujours des utilisations à la vidéo et on pourrait envisager un monde où on a et la vidéo et la carto à partir du moment où on a le budget pour le faire. Mais en tout cas, ça a été notre choix. Hem et pour finir sur ça, l'autre point intéressant, c'est qu'avec le même aéronef, on peut faire de la détection précoce de départ puisqu'on a cette IA qui tourne. Donc il suffit qu'on vole, on cartographie de larges zones et l'intelligence artificielle nous fait remonter tout point chaud dans l'infrarouge, à partir de ça. L'autre point intéressant, c'est qu'on peut faire du retex et on a aussi les gens peuvent aller voir sur LinkedIn. On avait publié un article en cherchant, ou alors en cherchant Barbaggio Area Firefighting. On avait fait toute l'analyse d'un feu qu'il y avait eu en hiver sur les hauteurs de Barbach, où en fait on a recartographié la zone, on l'a modélisé en 3D, on a estimé, bon, les surfaces brûlées, c'est assez simple, mais en tout cas le volume de biomasse détruit. Et surtout, on a fait des simulations de propagation et on a analysé au vu de la simulation de propagation l'impact des pompiers. Tu vois, alors là, c'est finalement les pompiers s'étaient placés, parce qu'ils ont aussi une connaissance du terrain. Ils nous ont pas attendus pour comprendre le feu de forêt, mais en tout cas, on voit très bien avec la simulation les raisons du placement des pompiers à certains endroits et l'impact que ça a eu. Et on est aussi en mesure, avec les travaux d'un autre chercheur de l'université de Corse, Antoine Belgodère, on a fait toute une estimation de la valeur du sauvé par les pompiers en montrant en fait comment en fait l'action des pompiers à cet endroit-là, elle a fait basculer, le feu dans quelque chose de contraint, contrairement en fait aux conséquences catastrophiques qu'il aurait pu avoir. Et donc c'est un super outil de valorisation de l'action des pompiers parce qu'aujourd'hui, on en est aussi réduit à ça. Hem et c'est un super outil de rétex pour les pompiers parce que là, finalement, ça valide leur action, mais on peut envisager qu'ils se seraient rendus compte a posteriori, d'un point qu'ils auraient raté et donc ça permet de faire du rétex et de s'améliorer, là-dessus. Moi, j'ai une question par rapport à ça. On a vu récemment, dans les Landes qu'il y a des pompiers malheureusement qui sont décédés bloqués dans leur camion. Est-ce que l'utilisation justement de ce partage de conscience situationnelle, à ton avis, ça pourrait aider à éviter que certains pompiers se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment? Alors,
Bon, de la même manière que l'autre accident, j'ai absolument pas envie de commenter les raisons de ce tragique accident et très honnêtement, je ne sais pas. Ce que je peux te dire, c'est que oui, la mise en sécurité, en tout cas, l'amélioration de la confiance en situation et du coup de la sécurité des pompiers, c'était quelque chose qui nous a motivés à la base. On sait que sur les bombardiers d'eau, on pratique ce qu'on appelle du largage sécurité, où on peut être amené à larguer sur position GPS, là où on pense qu'il y a un camion sur demande, hein, c'est pas une charge d'eau pour protéger un camion au moment du passage du feu. Donc, c'est quelque chose qui se fait. Donc, c'est quelque chose qu'on avait en tête quand on a construit, quand on a imaginé la solution. Vous en avez C'est déjà fait, toi, ta boîte des largages de sécurité? En fait, on a du mal à se représenter le volume auquel ça se fait en France et si c'est quelque chose qui reste un peu comme l'emergency cast, quelque chose qui se fait pas souvent, mais qui existe dans les procédures, ou si c'est quelque chose quand même, toi, les gens de l'extérieur, on a beaucoup de mal à savoir. alors, nous, en 4 ans, j'ai pas l'expérience, le retour d'expérience pour te dire avec certitude ce que ça représente. C'est quand même quelque chose qui, alors peut-être pas comme de l'emergency cast, mais c'est quelque chose qui est pas courant du tout et qui est pas vraiment censé arriver. Même si, tout comme dans l'aéronautique, sur des missions complexes comme ça, tu es jamais à l'abri d'une erreur d'appréciation ou d'un changement drastique de comportement du feu qui fait que tu te retrouves bloqué sans forcément que tu aies fait une erreur d'appréciation avant. Justement, ça peut être ça peut être quelque chose complètement imprévu. Ça reste, c'est pas du tout des procédures courantes. C'est pas du tout quelque chose qu'on est censé pratiquer régulièrement. Mais dans ce cas précis-là, est-ce que ça l'aurait empêché? J'en ai aucune idée. En tout cas, est-ce que ça peut, dans certains cas, aider les pompiers à éviter ça? Peut-être, oui. En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on espère. Maintenant, encore une fois, c'est des outils de coordination tactique supplémentaires qui permettent de favoriser la compréhension du feu, notamment sur des très grands feux. Hem, Ça ne remplacera pas l'expérience de terrain de certains pompiers. De la même manière, la simulation, hem, nous, les outils de simulation qu'on utilise, c'est des outils qui ont fait l'objet de publications scientifiques, qui ont une validation de la communauté scientifique mondiale, qui sont peer reviewed. Donc c'est des choses qu'on sait, basées sur des données scientifiques crédibles. Ça reste de la simulation et donc ça reste un scénario qui n'arrivera jamais. Premièrement parce qu'on va combattre le feu et donc il se comportera pas comme la simulation l'a prédit, même si on peut inclure dedans des actions de lutte, hein, dans notre logiciel. Et puis parce qu'encore une fois, la réalité du terrain fait que et le comportement d'un feu est tellement complexe, fait que, même si on a une très bonne corrélation entre ce qu'on simule et ce qu'on observe, c'est jamais la même chose. Et donc c'est quelque chose qui n'a pas vocation à avoir une fiabilité, à 100 mais qui a vocation à être un outil d'aide à la décision, parmi d'autres et qui, oui, on l'espère, permettrait d'éviter, un certain drame. Au niveau de, on va dire, si tu te retrouvais grand chef en France, quelles seraient les décisions que tu prendrais pour éviter, ce qu'on peut vivre actuellement un petit peu dans le sud-ouest? Ou qu'est-ce que tu verrais toi maintenant? Tu as un point de vue quand même un petit peu extérieur par rapport aux institutions. Tu as eu cette volonté de, voilà, de tout donner, de rentrer dans le milieu qui était de créer ta place, si je puis dire. Qu'est-ce qui t'énerve d'une certaine manière ou qu'est-ce qu'on pourrait changer, à moindre coût? Pour que ça fonctionne mieux, tout simplement. La première chose à coût, 0, il faut, hem, alors encore une fois, je dis pas que c'est pas vrai parce que je suis pas dans tous les groupes de travail, du ministère de l'Intérieur, de la Direction générale de la sécurité, civile, la gestion des crises. Ce que je peux dire, c'est que depuis 2022, il y a eu des choses de faites, heu, mais qui souvent n'ont pas été faites de manière coordonnée. Après 2022, il y a eu une location d'hélicoptères bombardiers d'eau, la location en urgence, parce que le marché n'avait pas été fait dans les temps, hem, Titan Firefighting d'avions bombardiers d'eau légers, qui l'année d'après s'est transformé en un marché de location des avions bombardiers d'eau légers. Heu, on a, voilà, eu l'arrivée des Dash depuis 2019. On a, il faut le dire, pas anticipé le remplacement du Canadair. Encore une fois, c'est pas un jugement de valeur sur les personnes qui ont fait ça, mais la structuration du ministère des Armées fait qu'il y a des bureaux CAPA, capacitaires, des bureaux emploi, des bureaux, préparation de l'avenir qui font que, eh ben, on sait qu'un avion de chasse, sa durée de vie, c'est 40 ans. Enfin, un avion de manière générale, hein, sa durée de vie, c'est 40 ans et donc dans 40 ans, il faudra faire quelque chose. Et on a, voilà, on donne 5 000 000 € à Dassault pour lui dire: «Tiens, prends 5 000 000 € et viens nous voir,
avec ta proposition pour un avion du futur. Je schématise, mais l'idée, elle est là et il y a une structure administrative qui pense en permanence cette suite. Qu'il n'y a pas eu à la sécurité civile, on peut le dire, que le Canadair, il a bientôt 40 ans et on ne s'est pas posé la question de comment on allait remplacer le Canadair. Parce qu'il y avait personne à ce poste-là. Encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est l'administration n'était pas faite comme ça. Donc déjà, je pense, si je ne suis pas le seul, il faut une structuration au sein de la sécurité civile qui permet ça. Donc je pense qu'il faut revoir ça et il faut se mettre autour de la table et définir de manière concrète avec tous les acteurs qui soient publics ou privés, qu'est-ce qu'on veut comme flotte aérienne à 40 ans. Parce que le réchauffement climatique, il y en a qui s'en sont rendus compte avec les vagues de canicule il y a 3 mois. Mais ça fait 35 ans que le GIEC alerte. Le feu à Fontainebleau, il y a des gens qui se sont dit surpris du feu à Fontainebleau. Moi, si je ressors mes plaquettes de présentation de 2020, je parle d'un feu à Fontainebleau et c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, j'ai repris la littérature scientifique, donc en fait, il y a pas de surprise. Il y a pas de surprise. On peut pas dire quand, on peut pas dire comment, mais ça va arriver. L'augmentation de la zone à risque, l'augmentation de la période à risque et l'augmentation de la violence des incendies parce que finalement, on a moins de feux que dans les années 90, parce que, le téléphone portable, parce qu'on est beaucoup plus efficace sur la détection des feux. 2, on a quand même modernisé les moyens, on a modernisé plein de choses, donc on a moins de feux. Par contre, les feux, vu les conditions météorologiques, ils sont potentiellement beaucoup plus violents. Et donc ça, on le sait. Donc il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on dise qu'est-ce que doit être la flotte à 40 ans. De manière globale, surveillance, hélicoptères, avions légers, avions lourds. Et cette réflexion-là, elle coûte 0 € aujourd'hui. Et comment on la finance? Parce que je lisais un article de l'Association des maires de France. Faire peser tout le financement des SDIS sur les départements, dans l'état actuel, c'est plus possible. Donc ça coûte 0 €. Je dis pas que c'est pas fait, je dis pas que c'est pas en train d'être fait parce que encore une fois, je suis pas dans tous les bureaux. En tout cas, il faut le faire, et ça, c'est la première action que moi je demanderais si j'étais grand chef, parce que ça coûte 0 et il faut le faire. Et on sait le faire, on a une administration qui sait très bien le faire pour les armées. Enfin, très bien le faire. Pareil, on peut critiquer, on peut dire qu'on a mal anticipé certaines choses et on peut pas être fiable à 100. On va se tromper. Mais en tout cas, il faut faire le travail. Ça coûte 0 €. Ensuite, il faut prendre des actions en fonction de ce qui est disponible et finalement des sous qu'on veut y mettre parce que, on est dans une situation, budgétaire qui est complexe. Encore une fois, j'ai pas, les connaissances pour, te dire, combien on peut allouer, te dire si telle ou telle politique budgétaire, elle est censée ou pas, c'est pas mon domaine. Toujours est-il qu'on peut s'accorder sur le fait qu'on n'a pas, un budget illimité. Donc il faut, hem, dans un budget contraint, réfléchir à ce qui est faisable et surtout dans la réalité industrielle. Quand le président de la République annonçait qu'on allait remplacer les 12 Canadair actuels et en commander 4 de plus à l'horizon 2027, personne dans le milieu du feu de forêt pouvait y croire parce que De Havilland Canada, à cette époque, n'avait même pas de permis de construire pour son usine. Donc, des nouveaux Canadair, quand bien même, alors pareil, on a vu que la décision de Gabriel Attal d'annuler la commande de 2 Canadair avait été largement critiquée. Nous n'aurions pas eu de Canadair supplémentaires en 2026 et on n'en aura pas en 2028. Les estimations prudentes à l'époque parlaient de 2030. Est-ce qu'on ne serait pas plutôt sur 2031-2032? Je ne suis pas devin. Dans tous les cas, on n'aura pas de nouveau Canadair la saison prochaine, quoi qu'on fasse. Et est-ce qu'il y a possibilité de réaccélérer rapidement avec justement les bombardiers légers que tu représentes d'une certaine manière? Est-ce que ça, il y a du stock ou il y a de la capacité à regagner en volume, tout simplement, Alors, grâce à ça, à court terme ou pas? justement, de manière pragmatique, c'est regarder la réalité industrielle. Et l'an prochain, ce qu'on peut avoir, c'est plus d'hélicoptères, plus de bombardiers d'eau légers et plus d'avions de surveillance. Et je ne dis pas ça parce qu'on développe des bombardiers d'eau légers et des avions de surveillance. J'encourage tout le monde à consulter la réalité du marché. Aujourd'hui, la seule chose disponible, c'est des bombardiers d'eau légers, potentiellement quelques hélicoptères lourds. Alors, est-ce qu'il en faut plus? Pas que ce qu'on a actuellement, on peut en débattre. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'il faut plus de bombardiers d'eau légers, ça c'est évident, et il faut plus d'avions de surveillance. La sécurité civile a 3 Beechcraft qui ont une disponibilité qui encore une fois est pas à 100%, dont le système est sur certains aspects discutable. On peut aujourd'hui améliorer. On l'a vu, hein, l'armée de l'air a amené un drone Reaper. Euh, un drone Reaper pour faire de la surveillance de feux de forêt, c'est un marteau-piqueur pour enfoncer un clou. C'est très bien. Merci à l'armée de l'air de fournir des moyens en plus. Et je cracherai jamais sur des moyens supplémentaires.
on peut faire bien plus efficace qu'un drone Reaper pour surveiller les feux aujourd'hui avec des avions. Alors, nous, on a ça monté sur un avion léger aujourd'hui, encore une fois, parce qu'on s'adressait à des SDIS avec un budget contraint, mais ça peut être un bimoteur classique, assez léger, avec un système qui ne vaut pas des millions d'euros et qui a des résultats très bons. Donc, pour la saison prochaine, on peut avoir plus de bombardiers de léger, à condition de s'y prendre assez tôt. On peut avoir plus d'avions de surveillance, à condition de s'y prendre assez tôt. Et potentiellement, encore une fois, c'est moins mon domaine, même si j'ai un avis sur la question, on peut avoir un peu plus d'hélicoptères. Même si l'hélicoptère léger comme moyen d'attaque initiale, ça emmène autour de 1600 litres d'eau et c'est très, très, très rarement suffisant pour attaquer un feu naissant. Donc, je trouve que c'est un mauvais moyen d'attaque initiale. Un jour, un pompier m'a dit, alors c'est un pompier, c'est pas tous les pompiers, mais un jour, un pompier m'a dit, si l'hélicoptère léger a éteint un feu, c'est qu'il n'y avait pas besoin de l'hélicoptère léger. Et vraiment, moi, à chaque fois que je vois un largage d'hélicoptère léger, je me fais cette réflexion. Maintenant, l'hélicoptère léger, c'est un excellent moyen de commandement, c'est un excellent moyen pour emmener des personnes, notamment là, on a vu en Corse, dans des lieux très escarpés, pour remplir des pages d'eau, etc. Donc, il en faut, mais il ne faut pas le confondre avec un moyen d'attaque initiale efficace. L'hélicoptère lourd, c'est un excellent moyen lourd pour venir, encore une fois, par exemple en Corse, dans du relief très escarpé, là où les avions ne vont pas, traiter du feu à proximité d'habitation, etc. C'est un bon moyen d'attaque initiale, mais qui est extrêmement cher par rapport à un avion léger d'attaque initiale. Donc, c'est ce que je te disais, il y a vraiment une réflexion à avoir sur comment on construit la stratégie, qui fait quoi, quel moyen fait quoi, et on ne peut pas faire toutes les choses différemment. On ne peut pas une année louer les hélicoptères, l'année d'après louer les avions, et après aller chercher ça. Donc ça, c'est ce qui est disponible pour 2027. Et maintenant, ça ne remplace pas les moyens lourds. Comme on l'a dit tout à l'heure, 2 fois 3000 litres, ce n'est pas équivalent à 6000 litres. Quand tu mets une fois 6000 litres en un seul coup sur une flamme, tu as un pouvoir calorifique qui est plus important que 2 fois 3000 litres qui arrivent séparément. Donc on ne va pas remplacer les moyens lourds avec des avions légers. On vient réaliser une mission qui aujourd'hui est en difficulté. Et pour les moyens lourds, il faut penser la suite. Alors, si j'étais grand chef, encore une fois, la première chose que je ferais, c'est financer l'industrie française pour espérer avoir un remplaçant français ou à minima européen au Canadair. Parce qu'aujourd'hui, c'est De Havilland Canada qui fabrique les Canadair, donc c'est une société canadienne sur laquelle on ne sait pas quelle priorité sera donnée à l'Europe et à la France dans la livraison des Canadair, qui va être faite au compte-gouttes. On voit bien la situation géopolitique internationale et notamment la politique aux États-Unis, à quel point ça peut avoir un impact sur le commerce transatlantique. Donc, on a un intérêt à développer une filière souveraine, ne serait-ce que parce qu'encore une fois, lorsqu'on achète des Canadair ou un remplaçant Canadair en France, l'argent reste en France. Quand on va en acheter au Canada, il part au Canada. Donc, ça nous coûte artificiellement quand même beaucoup plus cher. Donc, on le voit sur beaucoup de marchés défense. Alors, en France, on n'a pas beaucoup d'acteurs de défense, donc c'est moins flagrant. Mais aux États-Unis, souvent, sur un programme de défense, le gouvernement dit voilà, j'ai 500 millions d'euros, je donne 100 millions à 5 startups. Celle qui est le plus avancée dans 5 ans, elle gagne le marché à 10 milliards. Ils ont perdu 400 millions d'euros, mais en fait, ils ont créé 4 sociétés qui n'auront certes pas le marché à 10 milliards, mais qui ont fait du brevet, qui ont embauché du monde et qui potentiellement vont développer d'autres choses. Et ils ont mis 500 millions d'euros dans leur économie, ils ont créé 4 acteurs forts. Aujourd'hui, on a 3 acteurs en France qui proposent de développer le futur des moyens lourds. On a qui ont chacun une approche différente. Ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne sait pas lequel va arriver au bout, mais ils ont tous une approche différente. Il y a Inaero, dont on a beaucoup entendu parler, qui a été fondé par un ancien de l'armée de l'air, David Pincet, qui lui veut développer from scratch un remplaçant monocoque au Canadair avec plus de capacité d'emport, des moyens plus modernes, etc. C'est le projet, on va dire, le plus ambitieux, mais aussi celui qui est le plus difficile à faire aboutir et qui arrivera probablement le plus tard. On a Positive Aviation qui veut modifier un ATR, le monter sur flotteur, et lui, donc il a un projet qui est, je ne vais pas dire moins ambitieux, parce que mettre un ATR 72 sur flotteur, ça reste ambitieux, mais en tout cas, qui a moins de défis techniques et qui a plus de chances, si ça aboutit, d'arriver tôt. Et enfin, on a Kepler Evolution, qui, eux, développent une version terrestre de l'ATR 72. On a vu, on a besoin d'une complémentarité des moyens amphibies et terrestres. Et donc, eux, c'est le projet le moins difficile techniquement. Et pareil, comme Positive Aviation, qui probablement... Le Kepler Evolution, sur le papier, ça fait pas mal penser au Dash 8, non? Ou ça serait quoi la différence? C'est à peu près, ça serait un concurrent direct du Dash 8,
qui pareil, nous arrive du Canada. Et donc moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Eh ben, je donnerais 100 millions d'euros peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, 100 millions d'euros à chacune de ces startups pour qu'elles aient une chance d'aller au bout. Et je verrai en 2027 ou 2028, qui peut nous livrer quelque chose et qui va gagner, le marché. Parce que, en faisant ça, non seulement je m'assure qu'on a un acteur français qui viendra fabriquer, du bombardier d'eau lourd dans les années, qui viennent. Heu, on fabrique un champion national qui va aller vendre, parce que ça sera le seul au monde, le remplaçant du Canadair. Et donc c'est potentiellement de l'emploi et cetera à long terme. Et ça aujourd'hui, eh ben, il faut, prendre de l'argent et le «jeter» entre guillemets. Mais, c'est pas jeter parce que c'est de l'argent qui va revenir dans l'économie, qui va créer du brevet, qui va créer, de l'emploi, et il faut que l'État le fasse. Voilà, moi, c'est ce que je ferais parce qu'aujourd'hui, annoncer sans marché public, l'achat de je ne sais combien d'avions à 60 millions d'euros pièce à une société qui n'a que les plans et qui est extra-européenne, personnellement, je trouve pas ça, optimal. Alors peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, De Havilland Canada sera les seuls à proposer un avion amphibie en mesure de décoller, auquel cas il faudra bien acheter, des remplaçants en Canadair. En attendant, personne aujourd'hui dans le monde n'a sorti un avion de ces lignes. Voilà. Pas plus De Havilland Canada, sont peut-être les mieux placés, hein, parce qu'ils ont les plans, peut-être la culture, mais encore que tous les ingénieurs qui ont fabriqué avec Canadair sont à la retraite. Donc, on va dire qu'en théorie, c'est quand même ceux qui ont le plus de chances de sortir un avion des lignes. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas plus sorti un avion que Inaero ou que, Positive ou que Kepler. Et donc ça, je sais que c'est peut-être dur en période de contrainte budgétaire, mais il y a un moment, il faut, faire quelque chose pour, relancer. Et en fait, il faut un moment que l'État aussi, de manière générale, défende ces entreprises, nationales dans cette filière-là pour créer, des acteurs puissants, que ça soit, des acteurs industriels, purs comme, encore une fois, Inaero, Positive et Kepler, ou, des acteurs comme nous. Je fais un peu ma promotion, mais qui portent le savoir-faire opérationnel français en matière de lutte aérienne contre l'incendie. Nous, je dévoile un petit truc, on est en train de de travailler sur la création d'un ATO dédié aux feux de forêt, de manière agnostique à la machine. Nous, on a la chance de pas, posséder ni vendre d'avions, donc on peut, envisager, de travailler sur n'importe quel avion à partir du moment où on estime que c'est ou hélicoptère, adapté au terrain et qui a une demande et qu'on a le savoir-faire. Donc on est en train de travailler là-dessus et en fait, ce savoir-faire opérationnel, il est tout aussi important que le savoir-faire industriel. Parce qu'aujourd'hui, en plus du manque d'avions, on n'en parle pas du tout, mais il y a un manque RH de pilotes, et notamment dans le domaine de l'aviation légère, on va être plus vite limité par le nombre de pilotes que par le nombre d'avions. Donc il y a un enjeu aussi, à défendre ce savoir-faire, opérationnel. Hem Et on est souvent vu, nous, comme un acteur privé qui vient, privatiser, la sécurité, la sécurité civile, française, mais on est, un acteur français qui emploie des gens en France et qui, au même titre que, un pilote de chasse ou un pilote de la sécurité civile, même s'il est employé par la puissance publique, heu, on travaille, à la défense, de nos forêts. On vient pas privatiser et faire de l'argent là-dessus. On est un outil supplémentaire, et je pense qu'aujourd'hui, en France, on a, du mal à voir, le savoir-faire comme un produit industriel. Et ça aussi, donc moi, si j'étais à la tête de l'État, j'essayerais de faire en sorte que, ce savoir-faire opérationnel français, il perdure et il soit mis en valeur. Je vais te poser quelques petites questions, on va dire un peu plus techniques. Vos aéronefs, ils sont tous monopilotes, c'est ça? T'as pas de biplace, donc les gens s'autolâchent dessus? Alors non, il y a des biplaces, C'est des biplaces, ok. qui sont principalement utilisés pour la formation parce que forcément on perd un petit peu de charge utile et donc en opération, on essaie d'utiliser principalement du monoplace pour, gagner du poids. Et du coup, les machines que vous utilisez, on les voit bien là sur votre site web, elles viennent d'où? Comment est-ce que tu les as trouvées et tu les loues? Elles sont à vous? Comment ça fonctionne? Alors, on les dry lease, voilà, elles sont fabriquées aux États-Unis puisqu'aujourd'hui encore une fois les 2. Donc le dry lease, c'est tu loues les cellules vides, Oui, c'est ça? Tu as un contrat de location de cellules nues et après tout ce qui est essence, équipage et tout, c'est toi qui gères? exactement, on gère, toute la partie opérative. Alors on est en partenariat avec, une entreprise qui s'appelle Plisa en Espagne qui nous assure également la maintenance et donc comme ça nous on se concentre uniquement sur les opérations et c'est pour ça que je disais aussi que nous on n'est pas,
tenu par la machine. On n'est pas revendeur d'avions et si on utilise des Trush 710 aujourd'hui, c'est parce qu'on estimait que c'était l'avion le plus adapté aux besoins. Quand je critique un petit peu le Fireboss, plutôt dans l'interview, c'est pas parce que j'ai pas de Fireboss, parce qu'on pourrait louer des Fireboss, c'est parce que je pense sincèrement que c'est aujourd'hui pas la bonne réponse opérationnelle et si demain on devait opérer dans un pays qui a besoin du Fireboss, on le ferait. Si demain, tu as un énorme contrat et tu as besoin, je sais pas, on va dire de 10 ou 15 machines en plus, est-ce que tu sais les trouver ou est-ce que c'est très compliqué? Je te posais la question à cause de ce qui se passe avec le Canadair. C'est-à-dire, si demain on dit, allez, on veut 20 machines de plus basées pour le mois d'août en France, ouais, peut-être pas pour le mois d'août là, mais est-ce que tu sais les trouver? Est-ce qu'elles existent ou est-ce qu'à chaque fois c'est des avions agricoles qu'il faut transformer? Ça prend des mois et des mois. Alors, on peut ramener aujourd'hui sous 7 jours 2 avions en France pour cette saison. Voilà, c'est pas beaucoup, mais c'est ce qu'on serait en mesure de ramener, à court terme et surtout d'armer en pilote parce qu'on pourrait peut-être en ramener plus, mais on n'a pas les pilotes derrière. 20 machines pour la saison prochaine, c'est beaucoup parce qu'il faut former presque 40 pilotes, donc Ton ratio du coup de nombre de pilotes par avion, c'est assez loin parce que c'est de l'alerte, allez, on pourrait descendre à 1,5 pour 1, mais on compte entre 1,5 et 2 pour 1 selon, ce qu'on nous demande dans le contrat, l'alerte, est-ce qu'il faut être sur plusieurs plots différents et cetera. L'idée, c'est entre 1,5 et 2 pour 1. Donc il faut aussi former les pilotes. 20 machines, non, parce qu'on n'aura ni les machines ni les pilotes. 10 machines, si on nous les demande aujourd'hui pour l'an prochain, peut-être. Si on nous les demande en avril pour juin, non. Voilà. Donc là, imaginons, je te demande 10 machines. Tu peux armer combien d'endroits et tu les mettrais où à vue de nez? Alors, on va dire qu'aujourd'hui, mine de rien, il y a déjà, 9 avions d'attaque initiale en France. Il y en a 3 de la civile aérienne de l'Hérault et 6 à Bordeaux. Si je devais rajouter 10 machines, à minima, j'en rajouterais 5 pour la saison prochaine, à minima. 10, ça serait pas mal parce qu'on arrive allez 11 pour faire un chiffre pair parce qu'on aime bien travailler à 2, ou à 4. Mais, si on devait avoir 20 machines l'an prochain, j'en mettrais 1 à 2 supplémentaires en Occitanie pour monter, la cellule aérienne de Béziers à 6, voire à 8 avec, 4 avions à Perpignan, 4 avions à Béziers. J'en mettrais 4 à Hyères, parce que le Pélican Drone de Hyères, il est tout neuf et finalement Hyères, tu es déjà un petit peu loin de la base de Nîmes, donc j'en mettrais 4 à Hyères, et j'en mettrais donc combien il m'en reste? Il m'en reste, 4. 2 à 3 ou à 2, ouais. Allez, on va dire il m'en reste 4 pour arriver à 11 et j'en mettrai 4 en Corse. 2 à Ajaccio, 2 à Bastia. Sachant que quand je dis on les place ailleurs, évidemment, c'est des avions qui sont légers, qui sont facilement remobilisables, ailleurs. Donc ça, c'est ce que je ferais et ces avions-là, notamment les avions de Bordeaux, parce que alors c'est un très mauvais exemple, mais cette année est un très mauvais exemple, mais 6 avions à Bordeaux, finalement, c'est beaucoup des avions d'attaque initiale parce que, on l'a vu entre 2022 et aujourd'hui, il y a pas tant de départs de feu. Il faut rester mobile sur le dispositif et donc être en mesure de monter, 2 avions en Bretagne, 2 avions à côté de Fontainebleau, 2 avions dans les Vosges, et cetera. Donc, je pense que 14 avions d'attaque initiale, c'est le strict minimum aujourd'hui, au vu de la flotte. 20, on commencerait à avoir quelque chose de cohérent. Et pour moi, c'est des avions qu'il faut louer parce que en fait, 20 avions en plus achetés par la sécurité civile sur des avions légers où il y a quand même beaucoup de concurrence et nous, en tant qu'acteurs privés, on n'est pas on n'a pas la marge de pratiquer des tarifs exorbitants parce qu'on perd des marchés sinon. Donc il y a beaucoup de concurrence, elle travaille bien et donc c'est rentable quand même pour l'État parce que si l'État devait acheter 20 avions légers, et les opérer l'année prochaine, ça veut dire, eux, au moins 40 pilotes, au moins, les locaux qui vont avec à la base aérienne de la sécurité civile qu'il faut construire, les, secrétaires, les, personnels, La de maintenance, du PS. tu as combien d'heures de maintenance pour 1 heure de vol avec tes machines? Alors en saison, très peu, parce qu'on fait toute la maintenance en préventif. Ces machines sont extrêmement simples, c'est des PT6, Pratt & Whitney, ils vont dire que les PT6, ils en ont qui font, 6 000 heures de vol sans 1 heure de maintenance et quand ils sont cassés, les opérateurs les jettent et en rachètent des neufs. En fait, on a des turbines qui sont extrêmement fiables. Que les gens comprennent bien, parce qu'il y a tout un sujet sur la disponibilité des Canadair. On n'est pas du tout sur la même, on va dire, contrainte au niveau des cellules. Vous avez, enfin, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment est-ce que toi tu arrives à sortir une bonne dispo versus la flotte de la Sécu civile qui en ce moment est un petit peu
sous le feu des projecteurs pour des soucis de dispo? Oui, alors, c'est difficilement comparable. Donc je donne pas des recettes magiques en disant: «Moi, je ferais mieux», même si, potentiellement, tu vois, c'est des marchés qu'on pourrait regarder. Nous, le renouvellement du MCO qui va avoir lieu cette année, c'est des sujets auxquels on s'intéresse et sur lesquels on a peut-être envie de jouer, sur lesquels on a peut-être envie de jouer un rôle, heu, mais c'est difficilement comparable. Premièrement parce que, les Canadair, c'est des avions d'État qui sont gérés, je crois, si je dis pas de bêtises, par la DGA et donc il y a quand même un interlocuteur qui est, pas toujours évident, avec, tout le respect que j'ai pour, les gens de la DGA. On sait, toi et moi, que c'est parfois complexe, la gestion, des aéronefs dans ce cadre-là. Ça Donc reste des professionnels qui ont plein de bonnes intentions, oui, encore une fois, ils ont envie que ça marche, mais c'est pas toujours facile. c'est même pas un jugement de valeur, mais c'est une structure administrative qui est difficile et donc pour un industriel, je conçois et je crois que d'ailleurs c'est un des problèmes que Sabena rencontre, je conçois que ça soit difficile de comprendre, et de se plier à ce que la DGA conçoit comme système de maintenance et comme ce qui est possible de faire avec ses avions. Sachant qu'encore une fois, un Canadair, c'est pas un Rafale et c'est employé de manière très différente et on n'a pas forcément les mêmes, contraintes et exigences à avoir. Mais, donc je crois que ça, c'est un des points, importants, et encore une fois, j'utilise des pincettes parce que je suis, absolument pas acteur de ce marché-là, et je te parle de ce qu'on me reporte. Deuxièmement, le Canadair, c'est une difficulté d'accès aux pièces, encore une fois, parce que de Aviation Canada, ils distribuent, en fonction de leurs intérêts parce que, et de leurs envies économiques. Donc, ce que fait remonter Savena, d'ailleurs, dans leur réponse, récemment, c'est ce qu'ils remettent en avant, c'est qu'il y a une difficulté d'accès aux pièces. Hem Et le Canadair est un avion qui, 1 est très vieux, 2 a des contraintes énormes de par, les contraintes mécaniques qu'il rencontre, et par l'utilisation de l'atmosphère saline. Parce que, ça reste un avion amphibie, donc très probablement qu'il y a des contraintes qui ne sont absolument pas les nôtres. Heu, En revanche, ce que je peux dire, c'est que nous, sur, 4 ans d'opération en Aero, on a 100 de disponibilité des avions. On n'a pas perdu une heure de vol parce qu'on a une turbine qui est, probablement la turbine la plus vendue dans le monde, la PT6 avec, des pièces largement disponibles. On a un avion qui est très simple, qu'on peut réparer avec, un bon Schumacher et un marteau. Donc, voilà, on est difficilement comparable et on n'a pas de problème de maintenance et de disponibilité sur ce genre d'avion. Et en termes de coût à l'heure de vol pour le contribuable, grosso modo, parce qu'on parle beaucoup de la 400M. Il y a 4 ans, je faisais une vidéo où j'expliquais que c'était pas tout à fait peut-être le bon sujet ou le bon débat à avoir et qu'il y avait peut-être des choses un peu plus efficientes qu'on pouvait mettre en place, même si, comme tu le disais tout à l'heure, toute aide est la bienvenue. Mais et si on compare un petit peu l'heure de vol enfin, on peut pas comparer une heure de vol d'un A400M avec autre chose, mais en termes de volume que les gens se représentent, mettre une dizaine de tes aéronefs en France sur une saison, on est en train de parler d'un contrat à combien? Sans me dévoiler de secret et te tirer une balle dans la jambe face à la concurrence. Alors, 10 aéro encore une fois, ça dépend de plein de choses, ça dépend de ce qui nous est demandé, ça dépend du nombre de bases, ça dépend de beaucoup de choses. En gros, tu peux retenir entre 1 000 000 et 1,5 million pour 2 avions avec une heure de vol à moins de 1 000 €. Allez, autour de 1 000 €, allez, plus ou moins 50. C'est en gros, tu as un frais fixe, on va dire, d'1,5 million et après chaque heure de vol qui part que sur alerte pour traiter un feu, c'est en gros 1 000 €. Oui, voilà et bon ça, c'est des chiffres que je peux te donner. Par exemple, le contrat de l'Hérault, son plafond, c'est 2,5 millions pour 3 avions. Voilà, pour toute la saison. Et vous avez Heu traité combien de départs de feu? et on a traité, j'ai plus, mes chiffres en tête. On a fait, heu, je crois 200 départs de feu. Mais, Mais en fait, quand on réfléchit, là, je vais faire un peu d'esprit, mais parce que moi, c'est venu à 2,5 km, il y a Biscarrosse à côté. En gros, c'est les assureurs qui devraient vous payer au final. Parce que quand alors tu as 200 maisons, on va dire prix moyen 700 000 balles dans la région, ouais, on va dire, je suis un modulo, mais à Biscarrosse, il y a quand même des belles maisons, il y en a des très chères. C'est peanuts comparé aux frais d'assureur, en fait, si ça part en cacahuète en termes de feux non maîtrisés. oui et c'est un enjeu. Donc pour répondre vraiment précisément, je pense qu'autour de 15 millions d'euros par an, on monte, à 20, donc 15 millions supplémentaires, on monte à 20 aéronefs d'attaque initiale en France, heures de vol comprises, pilotes compris, enfin tout compris, donc 15 millions d'euros finalement. On est très loin de ce que n'a coûté
qu'un seul de tous les feux qu'on a connus. Et la difficulté, c'est que c'est comme une assurance. En fait, peut-être qu'on va payer 15 millions d'euros pendant 10 ans pour pas grand-chose. Encore que, vu à mon avis, les saisons qui nous attendent, c'est peu probable. Mais cette assurance-là, il faut qu'on soit prêt à la payer. Et généralement, on n'est pas prêt à la payer. Et tu verras que en septembre et en octobre, on va parler d'autre chose que les feux de forêt et que les marchés vont être passés au printemps prochain. Et, au mieux, parce que comme il y a l'élection présidentielle qui arrive, de là à ce que tout soit gelé pendant 6 mois avant la saison. Donc, en fait, la difficulté, elle est là. Et oui, il y a, il y a des discussions sur le financement de la sécurité civile qui sont sorties par le Beauvau de la sécurité civile, et cetera, et notamment une taxe sur les assureurs, en fait partie. Maintenant, bon, une taxe sur les assureurs, tu sais très bien qui va payer la taxe à la fin. Mais oui, il y a un enjeu, sur le prix. La difficulté, tout ça, c'est des budgets qui ne communiquent pas. En fait, l'heure de vol d'un A400M, c'est l'armée de l'air qui le paye, c'est pas, la DGSCGC. Et une heure de vol d'un Canadair, c'est la DGSCGC qui paye et c'est pas le SDIS concerné qui lui, paye, son hélicoptère léger peut-être, mais qui se dit: «Attends, mais moi, si je paye des avions légers pour moi, c en fait, un Canadair, ça coûte zéro à un SDIS». Donc quand on dit l'heure de vol, alors les derniers chiffres de la Cour des comptes, ils commencent à dater, mais ils parlaient de 16 000 € l'heure de vol d'un Canadair. Encore une fois, il ne faut pas comparer, ce qui est incomparable. Je ne sais pas ce que ça inclut chez 16 000 €, comme enfin, on peut sortir 15 000 chiffres différents, j'imagine. C'est ça, bien comparaison et pas raison, comme tu disais, mais ce qui permet, ça permet quand même d'avoir une idée. On n'est pas sur des sommes qui sont monstrueuses non plus pour équiper ça. Mais du coup, juste qu'on soit bien clair et que j'ai bien compris, vos aéronefs, tous les AT et les Schröss, ça reste au sol. Un départ d'incendie, ça décolle. Vous en envoyez combien? Vous envoyez une patrouille de deux à chaque fois ou? Et aux ordres des pompiers. Donc, on a déjà été envoyé un seul avion, sur un feu. Dans l'Hérault, on reste au sol, mais encore une fois, dans la doctrine, on peut très bien être utilisé, en ce qu'on appelle le GAR, le guet aérien armé, et donc être déjà en vol, si vraiment, il y a un besoin. Parce qu'encore une fois, on est sur des heures de vol qui sont pas si chères que ça. Parce que dans mes mémoires, les trackers, ils faisaient du guet aérien armé et donc ils étaient déjà en l'air. Je me rappelle les avoir entendus passer dans le sud-est. Hem, que les gens comprennent bien, c'est pour réduire le temps d'action, hein, c'est police secours, tu arrives tout de suite, sur zone et hem et de et Les mieux, ils je sont pose la question qui fait mal, c'est, tu me dis il y a 6 AT, c'est ça, qui sont à Bordeaux et on se retrouve avec les 2 pires feux. On ne sait pas pourquoi, je vais pas te poser de questions là-dessus, mais tu face aux gens qui sortiraient le contre-argument ou le biais de confirmation de: «Regarde, vous avez, en 2022 décidé d'installer du guet au sol là avec du léger et on a quand même des méga incendies», qu'est-ce que tu répondrais? alors plusieurs choses. La première, c'est qu'on n'aura jamais 100 d'efficacité. Donc, quelqu'un qui dirait ça, je dirais: «Oui, mais si on n'avait pas eu les 6, peut-être qu'on aurait eu, 3 fois, ces incendies-là ou Ouais, 4 parce qu'il y a fois». d'autres départs accessoirement qui ont été arrêtés, il y a un Bah, truc ouais. donc on peut voir ce qu'il y a eu, mais on voit pas ce qu'il y a pas eu, par définition. Donc la 1re réponse, c'est ça. Je crois encore une fois, si je reprends les chiffres de mon ancien directeur dans l'Hérault, que l'Hérault avec sa cellule aérienne, elle est à 95 de feu sous les 5 hectares, alors que la moyenne nationale est à 90. Donc, tu vois, il y a des stats qu'on peut aller chercher pour, montrer un petit peu cette efficacité, mais c'est toujours dur de montrer ce qui n'a pas eu lieu, par essence. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que les AT de Bordeaux, c'est des AT de l'État. Ils sont pas au SDIS, 33 ou Hollande. Donc au moment des départs de feu, je ne sais pas s'ils étaient pas sur un feu, dans les PO ou dans le Var ou et cetera. Donc je ne sais pas où ils étaient, deuxièmement. Hem et donc encore une fois, pose la question du nombre parce que dans ce cas-là, je ne sais pas où ils étaient, mais je sais qu'ils ont déjà été enlevés de Bordeaux pour être mis sur d'autres feux ailleurs en France. Donc se pose la question du nombre. Donc si on avait eu plus d'avions légers ailleurs en France, peut-être que ces avions seraient restés à Bordeaux. Et encore une fois, je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose parce qu'on n'arrivera pas à 100 et c'est pas du tout, je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là. Mais en tout cas, il y a cet, enjeu-là. Et le dernier, c'est qu'effectivement, on peut se dire que l'alerte au sol, c'est pas toujours, le meilleur moyen. Mais encore une fois, c'est une question hem, de budget. On n'aura pas le budget pour mettre 100 Canadair. On pourrait dire, on fait toutes les missions avec, des Canadair et des Dash. L'attaque initiale, parce que dans l'attaque massive, il y a massif, donc plus c'est gros, mieux c'est. Mais on n'aura pas 100 Canadair. Et est-ce qu'on va acheter 100 Canadair, même s'ils arrivaient, pour, finalement que ça nous serve une fois tous les 50 ans? Je ne sais pas. Il faut vraiment avoir une approche finalement, réfléchie. On a une contrainte budgétaire, elle est là, donc il faut, essayer de dimensionner
et sachant qu'on ne fera pas du 100%. Je te Euh, repose un tout petit peu sur 2-3 petits points. Avec tes machines, vous décollez, avec le plein de retardant. Vous pouvez vous reposer avec le plein? Alors, c'est un des enjeux du retardant. Nos machines, on ne peut pas se reposer avec le plein. Donc, si on n'a pas largué, on, on doit faire un largage dans une zone dédiée. Si on décolle, le cas de figure où on largue pas, il est quand même très, très, très marginal. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'on fasse du guet aérien au retardant et qu'on n'ait pas largué la charge parce qu'il n'y a pas de départ de feu. Auquel cas, effectivement, on perd la charge en retardant. Ça, c'est des arbitrages. Est-ce qu'on veut parce que ça coûte cher le retardant. Est-ce qu'on veut faire du guet aérien en retardant, quitte à perdre une charge de temps en temps avec ce que ça coûte, mais être plus efficace? Ou est-ce qu'on veut faire du guet aérien à l'eau et faire les rotations sur feu confirmé retardant? C'est encore une fois, il y a pas de bonne réponse. Dans un monde où on a un budget illimité, on fait tout au retardant. Et tu peux faire du guet aérien combien de temps? Et ce qui m'amène sur la question d'après en termes de limitation d'heures de vol par jour ou par semaine, je sais pas comment vous fonctionnez pour ton staff et de nombre de largages. Je sais qu'il y a des normes pour les pilotes de la sécu civile. Est-ce que vous y êtes soumis? Alors, Normes complémentaires pour les externals, à quoi est-ce que vous êtes soumis justement? nous, on est soumis aux règles de l'aviation civile. Donc, alors là, il faudrait que je relise exactement les règlements de détail, je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois que c'est 90 heures semaine, ou enfin bon, bref, on est soumis aux mêmes normes qu'un pilote de ligne. Donc, ça s'applique très mal. Donc, nous, au sein d'ARIA, on a défini des limitations d'heures de vol qu'on estime compatibles avec la sécurité aérienne et la réalité du métier. On ne peut pas se limiter à 2 heures de vol par jour. Donc on a redéfini des règles qui sont plus restrictives que celles de l'aviation de ligne et qui ressemblent étrangement aux règles qu'on connaît dans l'aviation de chasse. Maintenant, il existe une dérogation à la réglementation pour les missions de sécurité, hem et donc on est autorisé par la réglementation, dans des missions de sécurité à déroger à ces limitations d'heures de vol. Ça, on n'a jamais été amené à le faire parce qu'encore une fois, on est suffisamment staffé pour, ne pas le faire. On a finalement un emploi qui est raisonné. On a une culture de sécurité aérienne au sein d'ARIA et malheureusement, c'est pas le cas dans toutes les sociétés. Mais en tout cas, au sein d'ARIA, on a une culture de sécurité aérienne qui est assez forte, qui, moi, découle de mon passif à la fois de chasseur et d'officier de sécurité aérienne de la base sur l'ENSA. Donc, on a une approche SA de nos opérations. On a des pilotes qui savent, qui peuvent dire qu'ils sont fatigués, qui peuvent dire qu'ils ne le sentent pas, qui peuvent dire que tel largage, il ne faut pas le faire, ou qu'il ne faut pas y aller dans ce cas. Et je pense que ça a été, dans nos dernières années d'opération, ça a été mis en œuvre de manière assez saine puisque, voilà, moi, j'ai déjà des pilotes qui m'ont dit: «Non, là, on n'y va pas parce que, bah, c'est pas bon pour telle ou telle raison». Donc voilà, on a des limitations qui finalement sont assez permissives si on applique les limitations de l'aviation de ligne, que nous, on a décidé de contraindre un petit peu pour, correspondre un peu plus à la réalité de ce qu'on fait. Hem, En pratique, on a une approche qui est finalement très, GRO quoi, très gestion du risque opérationnel avec, et voilà et on essaye d'être aussi staffé, tu vois? Du 2 pour 1, ça peut paraître beaucoup, mais ça nous permet, si on est dans une phase de rush, ça nous permet de ramener du monde et de fonctionner à 2. Voilà donc et le Trush par rapport à l'Air Tractor, je revends pas le Trush, mais il a un avantage qui est le ravitaillement de turbine chaude. C'est qu'un Air Tractor quand il est vide, il doit attendre, 45 minutes, 1 heure pour refaire le plein, ce qui n'est pas le cas du Trush. Ah, Heu, c'est-à-dire qu'il se pose, faut attendre que ça refroidisse avant de refaire le plein, donc tu es très oui. contraint sur tes temps de remise en œuvre. Oui, alors il y a une option qui existe aussi sur Air Tractor pour le faire, mais la plupart des Air Tractor l'ont pas, et donc tu es contraint si tu dois faire 10 heures de vol dans la journée, tu vas forcément t'arrêter à chaque plein carburant 1 heure. Nous sur Trush, on n'est pas obligé, donc si on a 2 pilotes, on peut faire voler l'avion, toute la journée, du lever au coucher du soleil, quoi. Et quand vous faites, vos vols, comment est-ce que vous gérez le pétrole? Est-ce que vous essayez de pas partir avec le plein, vous mettez juste le minimum ou comment vous jouez un petit peu là? Ça dépend. Ça dépend parce que, en fait, si tu veux, ça dépend de la plateforme où tu vas faire le plein. Si tu fais le plein à Marignane, tu vas pas être, forcément prioritaire sur le trafic commercial, donc tu auras pas à la pompe tout de suite. Attends, redis-moi ça là. Vous êtes pas prioritaire malgré le fait que vous soyez en mission de service public? Alors, je vais pas parler pour les Canadair, la DGCGC. Nous, on n'est pas prioritaire. En pratique, sur l'aéroport de Béziers, je vais pas leur jeter la pierre. On a rarement attendu le camion. Mais bon, si le camion, il est branché à un EasyJet, et qu'il va pas se débrancher pour venir nous faire le plein.
Donc, Ouais, si tu arrives et que c'est déjà engagé, ils vont pas arrêter pour te donner. voilà. Et puis, bon, il y a un camion. Donc, bon, on va dire que les gens, ils ont bien conscience de la mission. On est On mettant la peut dire que vous n'avez pas des moyens dédiés, vous n'avez pas la même logistique que les moyen. moyens d'État et donc ça impacte. Exactement. Mais même les moyens d'État, non. Alors, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans des détails que j'ai peut-être pas, mais la plupart du temps, ils n'ont pas de moyens dédiés. Maintenant, on voit bien l'implication des aéroports et les directions d'aéroports. Sur l'aéroport de Bordeaux, il a été pleinement dédié au traitement du feu des Landes. Donc, ça m'étonnerait que les moyens, quels qu'ils soient, nationaux, départementaux, aient attendu un camion d'essence sur l'aéroport de Bordeaux. Donc, je ne veux absolument pas jeter la pierre. Mais en pratique, ne serait-ce que sur, tu vois, en fait, si le feu est moins impressionnant, si c'est des petits feux et cetera, qui sont pas forcément, très visibles, tu vois? Si on est sur un feu à l'est de Montpellier, l'aéroport de Béziers, ils sont peut-être pas au courant que ce feu existe. Heu, donc voilà, donc ça va dépendre. Si on a un moyen dédié et cetera, ou si on a une plateforme sur laquelle nous, on aurait mis en œuvre des moyens d'essence, on pourrait envisager des pleins d'essence et d'eau simultanés. Ça peut se faire pour maximiser, le poids de l'avion, sa manœuvrabilité et cetera. Heu, voilà, des fois. Petite question technique pour toi, tu me parlais des Américains tout à l'heure, il y a eu le grand débat du largage de nuit. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu pressens pour la France? Si je dis pas de bêtises, là on tourne, nous sommes le mercredi 29 à 16h42 et ça a un petit peu tourné sur les réseaux sociaux que le président français s'étonnait un petit peu qu'il n'y ait pas de largage de nuit. Ça, je sais que certaines personnes ont repris ça en boucle. Moi, je n'émets pas de commentaires dessus, mais c'est un sujet forcément qui revient régulièrement. Quid de la culture? Et tu parlais de maîtrise des risques tout à l'heure. Ta vision du sujet. Alors, c'est un sujet qui est complexe. Généralement, le feu, il est moins actif la nuit. Et juste, si je peux me permettre, tu as combien d'heures sous JVN? Parce que vu tes heures de vol et que tu as fait du 2000D, je pense que tu as un paquet d'heures sous JVN. Donc que les gens comprennent bien. Je pense Je que les c'est fou, hein, on en est tous là. Donc tu as passé un paquet d'heures sous JVN. Donc c'est je les ai pas compté. comptés, mais Ta vie éclairée, au sens, tu as mal dormi, je pense, après des vols de nuit, parce que avec les JVN, exactement, on dort pas dessus. beaucoup d'heures sous JVN et j'ai aussi beaucoup d'heures sous JVN en très basse altitude, en suivi de terrain. Donc, parce que, les JVN en très basse altitude et en moyenne altitude, c'est pas la même chose. Donc je connais bien le vol sous JVN. Hem, le feu, il est généralement moins actif la nuit. C'est pour ça que, en France, si tu écoutes les opérationnels, ils sont pas, aussi virulents sur la nécessité du largage de nuit. Heu, on a notamment, enfin, voilà, on a souvent dit que, le largage de nuit, c'était trop dangereux par rapport à son intérêt opérationnel. C'est pour ça qu'on n'en fait pas. C'est tout, enfin, encore une fois, on revient sur le GRO, la gestion du risque opérationnel. La plus-value du largage de nuit versus ton risque, il est généralement considéré comme, mauvais. Ce qui ne veut pas dire qu'il y aurait pas d'intérêt au largage de nuit. C'est-à-dire que si on savait faire ça, très bien de manière très sécurisée, effectivement, le feu est moins actif parce qu'il fait nuit, parce qu'il fait plus frais, il y a plus d'humidité et donc c'est le meilleur moment pour l'attaquer aussi. Ce qu'il faut voir, c'est que les moyens aériens, ce n'est pas les seuls moyens contre le feu. C'est-à-dire que la lutte contre le feu continue la nuit, au sol. Hem, donc c'est pas la nuit, on laisse brûler. C'est la nuit, il y a encore des pompiers au sol qui se battent contre le feu et un feu qui est un peu moins actif et donc ils ont un peu moins besoin de moyens aériens. Donc il y a toujours de la lutte. Sur le largage de nuit, il y a un mec qui a consacré sa vie à ça aux États-Unis, il s'est tué. Voilà. Donc je vais pas dire que c'est le résumé de tout ça. Il y a Comment ça s'est fini peut-être quand même? Ouais, voilà, donc le largage de les JVN, c'est dangereux. En basse altitude, c'est si je dis pas de bêtises, il s'est tué sur sa première mission en fin de vol, non? C'est ça, sur la première mission Ops? de mémoire, c'est ça. Hem, les JVN, c'est dangereux. On a perdu du monde dans l'aviation de chasse sous JVN, en passe de tir. C'est quelque chose, qui est difficile à faire. En hélicoptère, pourquoi pas? Dans des cas de figure, bien précis, pourquoi pas? En avion, ce qu'il faut imaginer, c'est que les JVN, toi tu le sais, mais peut-être que les auditeurs ne le savent pas, ça, efface beaucoup le relief. Donc, heu, un des dangers du vol en basse altitude sous JVN, c'est la mauvaise appréciation du relief et notamment, tout ce qui est à l'ombre de l'éclairage de la lune, généralement, ça disparaît complètement. Il faut imaginer que si vous êtes, de jour avec un soleil couchant et que vous voyez des pans de montagne à l'ombre, il faut imaginer qu'au JVN de nuit en très basse altitude, ces phases à l'ombre, c'est des phases dans le noir total. Donc il y a une
il y a un gros danger sur l'appréciation du relief en JVN. Déjà quand tout va bien et déjà à des altitudes, on va dire, aux alentours des 1000 pieds sol. Donc là, il faut imaginer qu'on va envoyer un avion à 100 pieds sol, parce qu'un largage, ça se fait autour de 100 pieds sol. À 100 pieds sol, parfois dans du relief, dans un aéronef qui n'a pas de radar de mapping du terrain, qui n'a pas de truc de situation tactique, qui est, à l'ancienne, hein. En plus de ça, avec en face de lui un feu qui émet une source de lumière qui va saturer complètement les JVN et la fumée. Parce que la fumée, comment on la voit quand on est sous JVN pour pas aller se foutre dedans, je sais pas. Parce que ça, pour le coup, je l'ai jamais vu. Donc très probablement que la fumée, ça fait un gros masque. Donc aujourd'hui, le largage sous JVN en avion, c'est suicidaire, hein. Je dis pas qu'on le fera jamais. Je dis pas qu'on va pas arriver à des avions, qui donnent suffisamment d'informations pour le faire. En l'état actuel des technologies, heu, de JVN, au sein des avions et très honnêtement, je vois pas ça à court terme. De la même manière que j'imagine pas un drone aller larguer, parce qu'on a vu parler aussi beaucoup de drones. Aujourd'hui, il faut savoir que le largage de l'eau, le moment de largage, on n'est pas comme dans un avion de chasse où en fait le logiciel calcule l'endroit où ta bombe doit être tirée pour arriver au but. Là, ne serait-ce que par l'aérologie du feu et l'impact de cette aérologie sur la charge d'eau, il y a vraiment toujours aujourd'hui, heu un vrai savoir-faire nécessaire de la part du pilote et un savoir-faire qui s'acquiert à l'expérience pour savoir où larguer, et comment, amener son avion sur sa trajectoire de largage et puis entre le moment où il a l'autorisation de larguer et donc on largue sur une cible mobile. Donc il y a toujours ça et aujourd'hui l'état de l'art, elle ne permet pas d'automatiser cette phase de largage. Donc automatiser cette phase de largage sur un avion non piloté autonome, on n'y est pas non plus. Donc on ne va pas remplacer le Canadair par des drones, demain. Et probablement pas allez, je vais pas m'avancer parce que la technologie, on est toujours surpris. En tout cas, aujourd'hui, la technologie pour remplacer, un pilote au moment du largage d'eau à 100 pieds sol, elle n'existe pas et elle n'a même pas un début de commencement d'existence puisque même au niveau de la recherche scientifique, il n'existe pas aujourd'hui de recherche scientifique qui permet de modéliser le moment entre l'ouverture de la soute et l'arrivée de l'eau au sol de manière efficace. Il y a des travaux, on a une compréhension de ça, mais on n'est pas capable de dire: «Pour que l'eau arrive à tel endroit, on doit la larguer à tel endroit», déjà dans un environnement qui est sain. Donc si en plus de ça, tu rajoutes l'aérologie créée par le feu, heu, voilà, aujourd'hui, même, l'état de recherche fondamentale, ça n'existe pas et si, on peut-être que tu as la communauté suffisante pour qu'on me fact-check. Si quelqu'un arrive à me fact-checker et à prouver que j'ai tort, notamment dans les défenseurs du drone, je suis vraiment preneur de l'information parce que ça aiderait, y compris dans les avions pilotés. Mais aujourd'hui, pour avoir cherché, pour avoir discuté avec des chercheurs, à ma connaissance, ça n'existe pas. Donc on est très, 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 très loin d'automatiser ça, et donc on peut même pas imaginer un système de SDT comme sur un Mirage 2000 ou un Rafale où C'est le suivi de terrain. Ouais. on peut même pas imaginer un système complètement automatisé où on a un point de largage et l'avion qui, avec un radar, se trimballe tout seul et va larguer de l'eau. On pourrait faire ça. Tout ça, on peut l'imaginer, avec des colonnes de vol bien faites. Peut-être que, bah, justement, Inaero, ils feront un système comme ça. Mais après, si c'est pour mettre la charge à côté, Ça voilà. me mène vers, je pense, c'était important de finir par l'aspect humain. Tu nous l'as dit tout à l'heure, j'ai pas rebondi, je voulais le garder pour la fin. Tu nous as dit que donc dans tes équipes, tu as des anciens qui ont fait 20 ans de chasse, donc 20 ans d'aviation militaire au service de leur pays, qui après sont partis faire une vingtaine d'années de Canadair, qui sont, tu me diras ou pas, mais peut-être arrivés en limite d'âge et qui continuent maintenant avec toi à se lever le matin, à mettre la combi et à essayer de protéger les populations, l'intégrité territoriale, les intérêts de la France. Je pense que c'était important de le soulever et tu les connais mieux que personne, je pense, puisque tu les as castés. Hem, pourquoi? Alors certains, de mauvaise langue diront que c'est des rats de cockpit et qu'ils sont capables pas capables de faire autre chose que monter dans un avion le matin. Mais, il y a plusieurs choses. Il y a, je pense, un vrai engagement, à servir, sous quelque forme que ce soit. Aujourd'hui, on parle de guerre contre le feu, donc il y a un vrai engagement à servir et il y a une vraie, voilà, une vraie abnégation chez ces pilotes, que ce soit, les miens, ceux qui sont actuellement à la sécurité civile. Hem, il y a voilà, il faut leur rendre hommage parce qu'ils font un métier qui est extrêmement dangereux et ils le font, heu,
au service des autres, au service de l'environnement, au service voilà, des populations. Il y a aussi, tu le sais comme moi, une vraie, une vraie passion pour l'aviation tactique de manière générale. Souvent, moi, quand on me demande ce que c'est un métier pilote de chasse, les gens, ils envisagent très bien que c'est cool de piloter un Mirage 2000 ou un Rafale, c'est puissant, on peut se mettre sur le dos au niveau 500. Il y a un aspect technique, mais moi, je sais que dans ma carrière, ce qui m'a apporté le plus de satisfaction, c'est l'aspect tactique, c'est toute la mission qu'il y a autour. Et donc, il y a aussi chez ces pilotes-là ce savoir-faire-là et cette envie de le mettre en œuvre, de le donner aux autres parce que ce qu'ils ont beaucoup fait chez Aria, moi, mes anciens de la sécurité civile, c'est aussi former nos pilotes issus du civil à ces choses-là. Et donc, il y a une vraie envie de transmettre, il y a une vraie envie heu, de partager, de construire autour de ce savoir-faire-là et de tout ce volet mission de l'aviation qu'on connaît que dans ces milieux-là. Ce qui m'amène du coup à la dernière question, qui est celle de la, on va dire, de la réaccélération. De toute façon, sur la chaîne, je parle de l'inertie RH. Si on se dit, par exemple, si demain on voulait doubler la flotte de l'armée de l'air et de l'espace, bah, même si on nous livrait 100 rafales de plus, on ne saurait pas mettre des pilotes qui savent pleinement, ça c'est important, est-ce que les gens comprennent mal, pleinement exploiter la machine et tout ce qu'elle propose tactiquement, comme ça en un claquement de doigts. Vous avez des machines. Le vivier RH pour armer ces machines dans un monde où on va en avoir de plus en plus besoin. Est-ce que toi, ça t'inquiète? Est-ce que tu alors justement, tu vas vers une ATO et vers de la formation. Est-ce que tu penses que c'est possible? Et pour terminer ma question, avec des incendies qui vont de plus en plus nord, pendant qu'on discutait, je me posais la question de l'extension des zones de front vers des géographies très différentes et beaucoup plus faciles. En tout cas, c'est mon point de vue, j'y connais pas grand-chose, mais entre me dire: «Faut aller faire un largage sur la forêt des Landes ou la forêt de Fontainebleau et il faut aller, du côté de Corté», je pense que c'est pas tout à fait le même métier. Donc quid de l'évolution également et du besoin en compétences pour pouvoir continuer et pour pouvoir accélérer, si je puis dire, d'un point de vue RH dans la lutte contre le feu? Alors, je vais essayer d'être concis mais exhaustif. La première réponse est oui, ça me fait peur et ça me fait pas peur qu'à moi, ça fait peur à l'ensemble de la profession, que ça soit du côté public ou privé. En tout cas, je parle des gens qui sont dans les avions. Moi, la première fois que j'ai vraiment été invité en tant qu'acteur du milieu de feu de forêt, c'était à Seattle sur l'Aerial Firefighting Conference, qui est le grand salon mondial. Et j'étais pas invité euh, pour parler de ce qu'on faisait, j'étais invité pour parler de comment moi, ma connaissance, d'ancien pilote de chasse et de comment on avait formé des gens, elle pouvait servir, elle pouvait s'appliquer dans l'augmentation, du vivier de pilotes formés au feu de forêt et comment on pouvait, transposer ça et quelles étaient les méthodes. Et c'était vraiment une conférence qui était dédiée autour de ça. On était plusieurs acteurs et donc c'était déjà en 2022 ou 2021, je sais plus. Et la question, elle était sur toutes les lèvres parce qu'au-delà des avions, il faut mettre les pilotes dans les avions. Donc ça inquiète vraiment toute la profession. Ça a été un problème, au sein de la base aérienne de la sécurité civile parce qu'aussi avec une moins bonne disponibilité, c'est aussi moins de temps de formation. Et donc c'est un vrai enjeu sur lequel, nous, on essaye d'apporter des solutions. On on a eu des discussions avec les responsables RH de la base aérienne de la sécurité civile pour essayer d'envisager des nouvelles méthodes de formation pour augmenter le vivier. Et nous, on est prêt à se mettre à disposition de l'État pour apporter notre force de travail avec peut-être des avions différents pour augmenter la formation. On n'a pas de recette magique et il ne faudra pas l'oublier. Et j'ai quand même un petit peu peur, et on le voit, hein, on a parlé beaucoup d'avions, on ne parle pas du tout, et c'est ce que je te disais, la filière industrielle, c'est une chose, mais derrière, il faut aussi mettre en avant la filière opérationnelle. Et ça, j'ai bien peur que ça soit oublié et qu'on fasse, heu, comme on a fait un petit peu dans les armées, c'est-à-dire qu'on remonte en capacitaire, et que derrière on rame pour raccrocher et remettre les pilotes dedans. Parce que, en fait, les décisions sur le capacitaire, elles influent le RH, sur des années et des années. Quand en fait on diminue la flotte de formation à un moment, et ben, si derrière on augmente le nombre d'avions de chasse, et ben, on va avoir un gros bouchon. Et on a connu ça et j'ai bien peur qu'effectivement ça soit aussi oublié. Il faut pas l'oublier. En tout cas, les acteurs, les gens qui sont engagés là-dedans, ils l'ont pas oublié. C'est une vraie problématique et nous, on essaye de réfléchir à ça et on essaie de réfléchir à ça en amont et c'est pour ça que je te dis que nous, on travaille à l'ouverture d'un ATO. Maintenant, restera évidemment la question de la formation. Qui va payer ces formations?
C'est pour ça que la sécurité civile, elle prend principalement d'anciens pilotes de chasse. C'est des gens qui ont déjà été formés et attention, elle n'a pas à former de manière aussi extensive que si c'était des ab initio, bien qu'ils sont formés au feu de forêt. Mais c'est pour eux une manière de compenser ça. Maintenant, eh ben, le vivier des pilotes de chasse, il y en aura toujours qui iront à la sécurité civile, mais il ne peut pas armer non plus. Il peut pas armer les hélicoptères des flottes privées, il peut pas armer tous les bombardiers d'eau légers, et cetera. Et puis aussi, il faut un petit peu de diversité. Donc c'est un vrai enjeu. Et pour revenir sur les territoires du Nord, est-ce qu'ils sont plus simples ou plus compliqués? Je ne sais pas, effectivement, aller larguer dans la forêt des Landes, ce n'est pas aller larguer dans le relief accordé avec l'aérologie de la Corse. Et ça, tous les pilotes te le diront. Maintenant, aller larguer sur un méga feu avec des pyrocumulonimbus, que ça soit plat ou avec du relief, effectivement, c'est mieux si c'est plat, mais c'est pas non plus, on ne peut pas considérer ça comme simple. L'enjeu, par contre, c'est que les territoires du Nord ne sont pas habitués aux feux de forêt et donc on a des gens au sol, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, mais les pompiers à Fontainebleau, ils sont pas équipés pour faire du feu de forêt. Ils sont occupés pour faire du secours à personne, pour faire du feu d'habitation, pour faire peut-être, j'en sais rien, je suis pas dans leur, truc, mais des inondations. Mais en tout cas, il va y avoir en face des gens qui ne connaissent pas le feu de forêt et là, il y a aussi un enjeu. Est-ce qu'il y a une question? On arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup pour ton temps et nous permettre de mieux voir au travers la fumée, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser ou un mot de la fin avec lequel tu voudrais laisser les spectateurs? Écoute, non, je pense on aurait pu encore, parler, très longtemps et peut-être ce sera l'occasion de refaire ça cet hiver à tête reposée puisque, voilà, on commente toujours beaucoup, l'actualité, mais, je sais que sur ta chaîne, tu fais aussi beaucoup de choses à froid et effectivement, le mot de la fin, c'est peut-être ça, c'est peut-être, il y a beaucoup de bruit autour du feu de forêt pendant les feux de forêt. Bon, pas revenir sur l'A400M, mais c'est un petit peu du bruit parce que, c'est bien, c'est un super moyen complémentaire, mais on a vu que ça avait beaucoup pris la lumière sur plein d'autres, sujets, et encore que l'A400M, c'est quelque chose qui a finalement eu une certaine utilité opérationnelle, même si on pourra en discuter longtemps. Mais, il y a beaucoup de bruit. Moi, j'ai vu passer plein de posts sur les réseaux sociaux, très probablement générés avec ChatGPT en 30 secondes, avec des illustrations de Canadair, à 4 ailes et 6 hélices, ou de gens qui ont eu une idée, géniale dans la nuit de mettre un drone, autonome pour faire je ne sais quoi, ou brancher un capteur, sur, tous les arbres de la forêt de Fontainebleau, pour détecter un départ de feu ou, hem, oui, j'ai vu tout et n'importe quoi, souvent avec, pas beaucoup de réflexion derrière ou en tout cas une réflexion déléguée, à un truc d'IA. Je pense qu'il faut prendre le temps autour du feu de forêt, de discuter à froid après la saison, en mettant tous les acteurs autour de la table et aller réfléchir à des solutions pragmatiques, à se demander vraiment ce qu'on veut faire à 30-40 ans, dans quel sens on veut aller, et pas, acheter, tout ce qui va sortir là dans les semaines qui viennent de très bonnes idées, dopées à l'IA ou au drone et encore une fois, je ne dis pas ça, parce que je suis pilote et que j'aime pas les drones. J'adore les drones, ça a plein d'utilités, heu, mais ça fait pas tout et l'IA, c'est pareil, c'est super, mais ça fait pas tout. Hem, donc voilà, moi, si j'ai un mot de la fin, c'est prenons le temps, après cette saison, de se poser et de réfléchir à ce qu'on veut pour les, 20, 30, 40 ans à venir et à le construire, de manière, sereine et réfléchie. Parfait. Eh ben, merci beaucoup et bonne continuation. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est quoi tes prochaines étapes? Et bien, écoute, moi, ce qu'on peut me souhaiter, c'est, de continuer, activement dans cette voie, de pouvoir être, peut-être, plus utile, plus utilisé, qu'on n'ait pas peur de faire, appel à nous, même si on est, le grand méchant acteur privé, face au public. C'est absolument pas le cas. On a un outil supplémentaire, donc ce qu'on peut me souhaiter, c'est vraiment qu'on comprenne ce qu'on fait et qu'on l'intègre. Maintenant, sous quelle forme, dans quel volume, ça reste à discuter, c'est ouvert, mais vraiment, c'est que ce qu'on peut me souhaiter, c'est qu'on puisse être utile, que ce qu'on a développé, de ce qu'on porte et les savoir-faire qu'on porte, ils puissent être utiles et utilisés, dans la protection, voilà, des biens, de notre environnement, dans toutes les années à venir. Eh ben, parfait, c'est très clair. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, on va mettre le lien de ta structure et puis de ta chaîne YouTube aussi juste en dessous. Donc, n'hésitez pas à suivre un petit peu leurs actualités. Et merci beaucoup. Et comme on aime bien dire en Amérique du Nord, mais je pense que c'est important
qu'on augmente un petit peu l'utilisation de cette expression en France. Merci pour ton service et merci à tes hommes pour leur service. Je leur transmettrai Allez, merci beaucoup. bientôt.